Yes, salut tout le monde, bienvenue au trio économique. Aujourd'hui, j'ai mis mon gilet de votre parce que pareil, il faut faire de la pub si on veut continuer à être motivé à faire ça. Non, la réalité, c'est que ça va quand même vraiment bien le podcast, puis on est peut-être rendu à quoi, 18, 19 épisodes, peu importe. Puis la raison pourquoi on est encore là, évidemment, c'est qu'on se rend compte que ça fonctionne, puis il y a vraiment la croissance. Là, une semaine ou deux, je parlais de 800 écoutes à peu près pour les podcasts. On est vraiment dépassé 1000 aujourd'hui, là. Un podcast normal va dépasser 1000 écoutes maintenant. Gros merci, sérieusement. C'est vraiment apprécié de voir que les gens ils sont là de manière régulière. Fait que ça nous incite aussi à vous en produire de manière régulière. Je pense qu'on a stabilisé beaucoup les heures d'affichage là, du podcast sur YouTube. C'est vraiment le vendredi à 10 heures que Frank c'était ça, là. Ça sort tout le temps dans ces temps-là. Même chose sur Spotify. Ça, c'est si vous êtes cheap et vous voulez ça gratis avec des pubs au travers. Si vous êtes moins cheap et vous voulez nous encourager, ben, c'est sur Patreon, 4 semaines en avance, sans pub. Que là, vous êtes des vrais de vrais. Ouais. Sur Patreon, les gens ont aussi la possibilité de poser leurs questions. Comme là, Ouais, si vous êtes à jour dans les podcasts, vous avez écouté le Q&A qu'on a fait la semaine passée. Bon, ben, les gens qui sont sur Patreon l'ont eu un mois avant. Puis ceux qui sont sur YouTube l'ont eu après, puis n'ont pas eu la possibilité de poser leurs questions. Donc, si vous voulez poser vos questions, ben, joignez-vous à nous. Puis l'autre affaire aussi, Yann, qu'on ne mentionne pas souvent, mais c'est que les gens, ceux qui n'aiment pas ça laissent souvent plein de commentaires, mais ceux qui aiment ça font: Ah, j'aime ça, mais je n'ai pas partagé pourquoi j'aime ça ou pourquoi j'aime pas ça. Mais vous pouvez quand même laisser des suggestions dans les commentaires. Laisser votre exact. appréciation, parler de la chemise à Vincent. Il y a toutes sortes de Ouais. possibilités que vous pouvez faire. Là. Il y a pas de Encore un problème de ce matin, là, côté-là. il y avait un gars sur Facebook qui disait qu'il adorait moi puis Frank, puis que Vincent, il était pas capable. Il veut pas écouter le trio économique. Il écoute juste les Yann et Frank. C'est correct, écoute, il a le droit d'avoir tort. Ouais, c'est ça. Il y en a un autre aussi qui disait, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, pourquoi vous ne parlez pas du Great Reset? Mais parce qu'on ne prend pas assez de drogue, pauvre toi. C'est pour ça qu'on n'en parle pas assez. C'est ça. C'est tout le temps le fun. Les commentaires, tu es là, tu te dis, faut-tu que je m'en fasse? Puis là, tu te rappelles tout le temps, non, non, les gens qui apprécient sont juste muets. Ils ont consommé ton divertissement, ils ont tourné la page. Puis c'est bien correct de même, sérieusement. Là. Ouais. Mais l'humain est un peu, on est un peu mal fait que tout le monde est comme ça. Là, je sais pas, moi, tu mets quelque chose en ligne ou tu produis quelque chose. 95% des gens qui ont écouté ont mis un pouce bleu ou un commentaire positif, mais tu vas avoir tendance à regarder plus le commentaire négatif, puis là, à te remettre en question par rapport à ça. Ah ouais. Ça, c'est malheureux. Humain. Ben, on est fait comme ça. Ça, Oui, faut. puis des fois qu'on a, puis tu sais, vous ne voyez pas tout avec le trio économique, mais souvent, on a tendance à commencer le podcast avant qu'on enregistre. Là. Fait que c'est encore ça qu'on a fait aujourd'hui. On était parti sur un sujet, on est encore en train de dévier du sujet qu'on avait commencé, qui n'était pas le sujet principal. C'est Fait vrai. qu'on on va revenir sur le prélude qu'on est en train de faire. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé là, mais je disais euh, la consommation YouTube des gens est quand même assez impressionnante. Je suis en train de lire un livre là, pour vous mettre un peu en contexte sur les secrets de YouTube, comment devenir un YouTuber. Puis non, je ne me ferai pas opposer de sein pour avoir plus de clics, inquiétez-vous pas, malgré que je n'ai déjà un peu. Puis, si tu en avais plus, si tu faisais ça, je suis pas sûr qu'on perdrait des auditeurs parce que c'est déjà dur à regarder. Là. Je suis pas sûr que tu serais plus belle en femme qu'en gars. Là. Je vois pas. Il y en a qui réussissent à être plus regardables quand ils ont fait la transition, mais moi, je suis pas capable d'imaginer comment tu aurais l'air plus beau. Là. Je Ça, veux dire, ça c'est commence bien, ce impossible. podcast-là. Ça fait 4 minutes. Yann est déjà rendu en femme. Là. Non, fait que non, l'idée, c'est de prendre un peu Annie, des tu trucs, veux tout ça. dire. Ouais, c'est ça. Puis finalement, non, mais ce qui me frappait dans le livre, c'est pas tant les trucs qu'ils donnent parce que tu sais, c'est des affaires assez intuitives. Là. Il y a des choses qu'on fait déjà. Puis je l'écoute pareil, juste au cas où qu'il y aurait vraiment de quoi d'intéressant qui ressortirait, mais c'est pas tant le cas. Mais non, ce qui m'a plus frappé, c'est la quantité d'écoute YouTube des gens. Puis là, j'étais là, je dis, ah ben ouais, je comprends pas. Là. Puis, tu sais, là, on est en train de parler à des auditeurs qui nous écoutent sur YouTube, puis on veut comme avoir vos clics. Puis d'un autre côté, vous en consommez beaucoup. Puis moi, j'ai pas le temps. YouTube, j'ai pas ça. J'essaie de m'imaginer
des affaires comme 30-35 heures de consommation hebdomadaire de YouTube dans ma vie, j'ai pas ça. J'ai pas ça pour la télé, j'ai pas ça pour YouTube. J'avais ça pour Facebook à cause de la gestion de ma page, puis j'ai fini par pogner les nerfs. J'étais rendu à 17-18 heures de gestion Facebook par semaine avant de décider d'engager Frank. Puis justement, là, ça ne marchait pas. Là, il fallu que je fasse un move. Puis le move a été d'engager Frank justement pour gérer ça parce que je n'avais pas ce temps-là disponible. Donc, le thinking que j'avais, c'est si on compare notre vie d'aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans à peu près, c'est malade comment que le divertissement, puis du bon divertissement quand même, ça ne coûte rien. Là. Je veux dire, tu es vraiment capable d'être bien diverti pour 15 à 20 dollars par mois, pas plus. Puis, à un moment donné, tu te dis, tout le temps, moi, j'ai tout le temps eu pour mon dire en économie, les gens vont trader des heures d'ouvrage pour des heures de divertissement. C'est la chose de base, je pense, dans nos règles économiques qui font que la société fonctionne. Parce que, tu sais, c'est pas une affaire d'être payé 15$ de l'heure ou 20$ de l'heure. Tu sais, on ramène tout à l'argent, mais en réalité, il faut ramener ça autant plus qu'à l'argent dans ma tête. Là. Si tu arrives, tu choisis de travailler plus, ben, tu sacrifies quelque chose. Tu sacrifies un divertissement, tu sacrifies du temps familial, tu sacrifies du temps quelque part si tu décides de travailler plus. Ben, avec le divertissement qui devient de plus en plus cheap. Tu sais, je veux dire, oui, ça coûte encore cher aller voir les Canadiens, mais je veux dire, si tu les regardes dans ton salon sur ta TV 70 pouces, où est-ce que tu as tout le jeu, où est-ce que tu as quasiment même une meilleure image que si tu vas à l'endroit sur place, tu es vraiment capable de te divertir pour peu de coûts. Fait que, est-ce que c'est ce qui mettrait une pression à la baisse sur le désir des gens de travailler pour faire un peu plus d'argent ou des choses comme ça? Donc, autrement dit, de satisfaire d'un peu moins. On accepterait peut-être des impôts supplémentaires, l'automatisation, des choses comme ça. Tu sais, je mets beaucoup de choses dans le melting pot, là, mais j'ai l'impression que le changement fondamental depuis l'avènement des réseaux sociaux, puis justement du data qui est facilement disponible de moins en moins cher, malgré qu'on se fait fourrer au Canada, mais je veux dire, c'est quand même de moins en moins cher du data, puis du streaming, puis avoir du bon vidéo, puis du bon divertissement cheap. Puis Netflix, c'est 12$ par mois, 14$ par mois. YouTube, c'est gratis. Les gens passent beaucoup d'heures sur ces plateformes-là. Ben, je pense que l'incitatif à travailler il diminue énormément dans le temps. Là. C'est probablement le défi qu'on va avoir dans les prochaines années. Mais je pense que tu as la relation un peu à l'envers ici. Je pense pas que c'est ça qui réduit notre désir de travailler. Je pense qu'on est tellement rendu productif par heure de travail qu'on peut justement se permettre de plus en plus de loisirs. Il faut considérer que même quand on travaille nettement moins. Dans notre vie active, là, on travaille environ un peu moins de 2000 heures par année en moyenne. Alors que dans le passé, ça dépassait. Là, je me base sur un article pendant que tu parlais, c'est à ça que je pensais, fait que je suis allé chercher la source. C'est un article de Mike Huberman de l'Université de Montréal, puis Chris Minns, qui était mon prof à LSI, puis ils ont un article dans Explorations in Economic History, puis ça s'appelle The Times They Are Not Changing, Days and Hours of Work in the New and Old World 1870 to 2000. Puis tu regardes le graphique, puis tu peux le trouver sur des sites web comme Our World in Data. Tu regardes les données, puis ça n'a juste aucun bon sens. On travaillait en 1870, là, les gens pour tous les pays occidentaux, c'était presque tout le temps plus que 3000 heures de travail par année par travailleur. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays d'Occident, même les États-Unis, qui sont quand même la place parce que tu travailles plus, où est-ce qu'on ne travaille pas plus que 2000 heures. Fait que tout le monde travaille environ 2000 heures totales et moins. C'est-à-dire, au minimum, la réduction, c'est à peu près un tiers du temps de travail sur un siècle et demi. Ajoute à ça le fait qu'on rentre sur le marché du travail beaucoup plus tard. Et non seulement ça, mais quand on rentre, on quitte aussi, c'est-à-dire qu'on a une retraite après qui existe. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant de loisirs en pourcentage de notre vie éveillée surtout, là, qu'on n'est pas juste quand tu dors, là, mais en général, on n'a jamais eu autant de loisirs, d'activités qui est pour nous comme du développement personnel dans les sociétés les plus riches parce qu'on est justement si productif, ce qui nous rend si riches, donc on peut se permettre autant de loisirs. Moi, je te dirais que la consommation YouTube que tu mentionnes, les gens qui dépassent autant de temps pour regarder du stuff en ligne ou de jouer sur des Xbox, c'est parce qu'ils sont si productifs que ça
que la demande pour ces types de loisirs-là continue d'augmenter. Parce qu'au fur et à mesure qu'on devient riche, on se dit, ben, j'ai-tu vraiment besoin de travailler aussi longtemps? Tu en as des gens qui font des carrières super intenses de quelques années où est-ce qu'ils n'ont aucun loisir, mais après, c'est Liberté 45 ou Liberté 55 où ils ne font rien. Ça n'aurait jamais existé il y a à peine 50 ans. Là. On dit la même chose, je suis d'accord avec toi, mais le bout, je pense, où est-ce qu'il manque dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce bout-là, le coût du divertissement, le coût de l'heure de divertissement. Je te donne un exemple. J'étais un petit cul, moi aussi, qui jouait dans les jeux vidéo dans le temps. Okay? J'ai eu mon premier Nintendo, puis le Super Nintendo, puis le Sega Genesis après. J'ai l'impression que les cartouches, dans ce temps-là, ça coûtait 70$. Puis aujourd'hui, un jeu d'ordinateur, un jeu de PS5, PS4, ça coûte encore 70$. C'est assez phénoménal. Seule affaire, c'est que quand je jouais à Duck Hunt en arrière de mon canapé, quand j'étais ticu avec le chose, puis que je tirais 3-4 canards, puis c'était bien drôle, puis le chien riait, puis tout ça, j'ai déjà pogné mon père, Stevie, jouer au cowboy avec ça dans le salon. J'ai tellement ri, là. C'était puissant. Mais je me tannais. Tu sais, au bout d'une demi-heure, tu jouais à ça, puis je me tannais. Tu sais, j'allais dehors, j'allais shooter des pucks, tout ça, parce que pour avoir une heure complète de divertissement, je finissais par trouver ça plate. À cette heure, tu regardes les jeux vidéo aujourd'hui, c'est juste complètement débile. Ils rendent accro, ça c'est une chose, mais je veux dire, les graphiques sont malades, puis c'est immersif. Tu tombes là-dedans, puis là, tu vas voir du monde jouer des 6, 7, 8, 9 heures en ligne, si c'est pas plus. Puis, avant d'arriver et de dire ce jeu-là, là, je suis tanné de ce jeu-là, ils vont avoir consommé 200 heures sur le jeu, 240 heures sur le jeu, puis a coûté quand même 70$. Moi, c'est un peu ça qui m'épate le plus, c'est que l'heure de divertissement est rendue cheap comme c'est pas possible. Je veux dire, si tu payes ton Netflix 15$ par mois, mais que tu consommes 150 heures dans le mois, je veux dire, ça n'a rien coûté, là. Non, ouais, comparé aux DVD qu'on achetait dans le temps. Pendant que tu parlais, je pensais à l'exemple. Moi, quand j'étais jeune, c'était plus la musique. Là. Avec mes chums, on achetait des albums en CD. Là. Moi, je me souviens d'être allé au HMV et d'avoir acheté un album double 45$. C'était le prix d'un disque. Dans ce temps-là, un album simple, c'était comme 28-30, entre 28 et 35. Puis un album double, mettons un concert live sur CD, là, ça coûtait 45. Là. Ça pouvait coûter jusque ça. Puis là, quand le piratage a commencé à arriver, là, Napster et compagnie, ça a baissé. Là, tu as commencé à avoir des genres 2 CD pour 18$, 2 pour 25$. Puis à un moment donné, les plateformes de streaming sont arrivées. Puis aujourd'hui, pour 10$ par mois, 12$ par mois, si je veux, je peux me mettre à écouter de la musique produite en Corée du Sud, alors qu'il y a 15 ans, je ne savais même pas que ça existait. T'sais. C'est vrai qu'il y a une baisse du coût. Là. Je veux dire, je me serais ruiné à l'époque pour vouloir acquérir tous les albums que je peux écouter aujourd'hui. J'aurais jamais été financièrement capable de le faire. Là. Parce que je pense que ça a expliqué le côté de productivité qui a augmenté, mais ce côté-là aussi, déflation, autrement dit. Oui, mais moi, je pense que l'action, ça se passe. OK, fine, ça contribue, là, ce que vous décrivez, mais je pense pas que ça explique une grosse partie de l'augmentation du temps de loisir qu'on prend. Parce que l'idée, c'est que, imagine, à un moment donné, quand tu es relativement pauvre, ton coût du loisir, c'est quoi? C'est le travail que tu sacrifies parce que quand tu travailles, tu peux acheter des biens en plus, right? Mm-hmm. Bon, soit tu peux réduire le coût du loisir en disant, chaque heure te coûte moins cher en termes de ce que tu achètes pour consommer de loisirs. Mais tu peux aussi réduire le coût en faisant en sorte que ton revenu est tellement élevé que la valeur marginale d'un dollar de plus que tu gagnes en revenu baisse. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'idée que la courbe d'offre de travail n'est pas un truc linéaire comme ça, mais elle peut avoir une curve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as rejoint un point où est-ce que tu es là. Non, écoute, si tu baisses, il y a des gens qui sont comme ça, si tu baisses leurs impôts, ils vont travailler moins. Parce que ce que tu as fait, c'est que tu as réduit le coût du travail pour eux. Mais ça, je pense que c'est ce qui détermine. C'est là que l'action se passe. Parce que la plupart des gens sont comme ça. C'est vraiment l'idée que tu vas travailler plus si ton salaire augmente. C'est vraiment les gens les plus pauvres qui se retrouvent dans cette situation-là. Parce que pour eux, je veux dire, c'est que tu as tellement tes besoins de base qu'il faut que tu remplisses, puis que ton bien-être est purement matériel, qu'une heure de travail de plus, c'est clairement super bénéfique relativement au loisir. Puis c'est seulement quand tu es hyper riche, donc hyper productif, que là, tu te dis, écoute, j'ai pas besoin du 100$ de plus, j'ai pas besoin de l'heure de travail de plus que ça me donne.
je préfère avoir le fun que je pourrais avoir dans cette heure-là. Puis ça, c'est ce qui détermine vraiment. Je te dirais que, mettons que ce que tu me décris, je suis prêt à dire que c'est 20% de l'explication de l'augmentation du temps de loisir, puis que ce que moi je décris, c'est comme 80%. Puis n'importe qui écoute, là, pensez-y 2 secondes. Si demain matin, là, ton revenu, il passe de 10 000, disons, à 1 million, est-ce que tu travailles, mettons, par heure travaillée? Est-ce que tu travailles beaucoup plus d'heures ou même tu coupes un peu tes heures? Tu sais, si tu travaillais à 10$ de l'heure versus 1 million de l'heure, je suis pas mal sûr que tu travaillerais juste 1 heure par année. Right? Tu peux voir cet effet-là, mais l'ordre de grandeur ici n'est pas inapproprié. On est à peu près par travailleur là, dans les sociétés occidentales, relativement il y a à peine un siècle, on est à peu près 5 à 10 fois plus productif qu'on l'était il y a un siècle. Fait que, tu sais, c'est gros là, comme augmentation de productivité par heure travaillée. Donc, imagine-toi la personne qui décide de sacrifier 1 heure de travail. Elle dit, ben écoute, je veux dire, l'heure de travail me donne 10 fois plus. Je n'ai pas besoin de travailler 10 fois plus pour consommer 10 fois plus maintenant. J'ai juste besoin, tu sais, de peut-être travailler un petit peu plus, puis j'ai 10 fois plus ou quelque chose comme ça. On s'en va-tu dans une société qui... Tu sais, il y a du monde bizarre, puis je me considère en faire partie parce que moi, mes revenus augmentent, puis j'augmente mon beat. Là, je veux dire, ou du moins, je le maintiens parce que je suis rendu pas mal à côté dans le barreur. Là. Mais ça reste que j'ai beaucoup de fun à travailler. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Moi, j'en suis un. Fait que plus mes revenus augmentent, j'ai aucun incitatif à ralentir, du moins pas à 37 ans. Là. Peut-être à 55 ou tout ça. Là. Mais je veux dire, liberté 45, liberté 55, je trouve ça tellement moche comme concept. Je veux dire, ça ne m'attire pas. J'ai aucun plaisir à regarder ça. Là. Je veux dire, la vie, c'est pas boire du pina colada. Je veux dire, c'est pas ça la game. Là. La vie, c'est d'avoir du fun, c'est d'optimiser ce que tu fais. Moi, j'ai du fun dans le travail. Si tu veux, je te dis, je fais de même. Mais je connais plein de gens qui sont un peu comme moi, que plus ils font d'argent, plus ils continuent à travailler fort ou à monter des systèmes, des entreprises, tout ça. Je te call bullshit. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, travailler. Tu fais comme les gauchistes ici. Tu regardes juste un petit marché dans une petite période. Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. L'ensemble d'une vie, tu peux avoir des solutions, ce qu'on appelle des corner solutions, où tu te dis, ben OK, d'accord, maintenant, je suis tellement plus productif, je vais peut-être travailler 1 an de plus, mais je ne vais pas travailler plus par année, peut-être travailler 1 an de plus, ou peut-être ce que tu te dis, c'est, ah ben maintenant, je peux augmenter, disons, le revenu que je peux avoir passif quand je prends ma retraite à cette barrière-là. Mais l'idée, c'est que tu es en train, tout le monde, il n'y a personne qui a une courbe. Non, mais c'est pas tout le temps la même shape pour tout le monde. Il y en a c'est pas. Quand pas bullshit là-dessus, ce que je suis plus en train de te dire, c'est que pour moi, le travail demeure un divertissement. Je veux dire, j'ai plus de fun à travailler puis à monter une entreprise qu'à gamer. C'est un peu ça la game aussi. Oui, ça va avec le type de travail que tu fais aussi. Oui, puis le type de personnalité puis tout ça. L'affaire, c'est que comme il y a des gens comme ça qui sont hyper productifs puis qui aiment travailler puis qui vont toujours aimer le travail. Puis ça fait partie de leur divertissement d'aimer le travail. Puis la plupart des gens vont vouloir favoriser, oui, plus le divertissement que le travail aussitôt que c'est possible. Puis je pense que la personne normale doit être un peu plus comme ça, un peu comme tu le dis. Est-ce qu'avec une augmentation de productivité qui continue à grandir, je ne vois pas ça baisser dans les prochaines années, là, je pense que ça va continuer à grandir, cette productivité-là. Puis, de l'autre côté, le coût du divertissement qui, lui, va continuer à baisser ou du moins à se maintenir à un niveau qui est très bas. On s'en va-tu dans une société où est-ce qu'il y a à peu près 5 à 10 du monde qui font quand même beaucoup d'argent puis qui sont quand même taxés énormément. Puis, on va toujours augmenter leurs taxes et leurs impôts dans le futur. Et ensuite de ça, le reste de la population qui est maintenue un peu par l'État. L'image que j'ai en tête, là, c'est si vous avez écouté le film Wall-E, c'est ça. Je n'ai déjà parlé une couple de fois à radio. Là. Si vous avez écouté Wall-E, c'est le monde qui sont entretenus dans le vaisseau spatial par un système entièrement automatisé. Puis même le capitaine, à un moment donné, c'est automatisé dans l'affaire. C'est vraiment juste l'ordinateur qui s'occupe de tout. Là. C'est un peu excessif, là, on va dire. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on va avoir une société qui est entretenue de cette façon-là par l'État /
le divertissement vraiment pas cher. Slash revenu minimum garanti. Exactement. Puis une partie de la population plus productive qui fait beaucoup d'argent puis qui est quand même fortement taxée. Ça pourrait-tu arriver qu'on s'en aille dans une société comme ça? Ouais, non. Moi, je ne suis pas bien convaincu. Tout simplement parce que la productivité, là, c'est pas juste un truc que tu détermines comme dans l'agrégat, c'est un truc qui, en fait, pas par l'individu, mais par l'agrégat. Tu sais, des travailleurs peuvent être également productifs, c'est juste que faut que tu les payes plus cher pour genre les convaincre de quitter beaucoup plus cher pour fournir genre une heure de travail de plus. Parfois même, tu ne vas pas les aider, tu vas même faire ça qu'ils vont devoir moins travailler. C'est pas que ça réduit leur productivité, c'est parce que toi, tu présumes qu'il y a un différentiel de productivité, mais moi, ce que je vois, c'est que dans des sociétés riches, justement parce que dans l'agrégat, juste parce que tu mets un travailleur, peu importe c'est quoi, avec une meilleure machine ou avec un équipement tellement impressionnant qu'en une heure de travail, il produit une tonne, bien, ça fait en sorte que tu peux avoir de l'exercice de préférence vraiment hétérogène. Tu sais, les sociétés pauvres, par définition, devraient être plus égalitaires parce que tu n'as pas une multitude de manières d'être satisfait dans ta vie. Tu en as une, c'est gagne un petit peu plus pour rejoindre tes besoins de base. Mais dans des sociétés hyper riches, tu vas avoir des gens qui sont des... Tu sais, le point, c'est que la curve que je mentionnais, qui est comme ça, là, qui a un bend, Yann, ce qu'il est en train de me dire, c'est que lui, son point où est-ce que ça commence à curver est juste beaucoup plus loin, genre, qu'une autre personne. Mais tout le monde va avoir ce point-là. Mais si tu as une couple de Yann, puis tu as une couple d'autres personnes qui sont différentes, mais plus tu vas avoir une société plus productive, plus tu vas avoir des gens qui vont se segmenter, puis qui vont aller dans certains types d'activités où est-ce que leurs revenus vont diverger davantage, mais tu n'auras pas de divergence de bien-être telle que subjectivement évaluée par les individus. Dans mon cours, par exemple, avec de micro, je dis à mes étudiants, quand on parle d'inégalité, je dis, imagine là, que tu as un banquier, puis tu as un moine bénédictin, puis les deux ensemble ont fait des choix sciemment libres de qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Puis le banquier, non seulement son revenu est plus élevé, mais il augmente plus vite. Bien, dans ce cas-là, tu vas avoir plus d'inégalité à travers le temps. Mais si, mettons, tu offrais au moine bénédictin la chance de devenir banquier, il dirait non. Mais dans ce cas-là, es-tu vraiment en train de dire qu'il y a une inégalité? Non. Tu as une inégalité de revenus, fine, mais tu n'as pas une inégalité de bien-être. Si le fait est que dans des sociétés riches, tu peux te permettre des gens qui sont capables de satisfaire des besoins de base, puis qu'après, ils vivent dans des dimensions de bien-être qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'un signe de dollar peut capturer. Mais dans ce cas-là, tu es sûr d'avoir plus d'inégalités. C'est pour ça que quand les gens... c'est là, je m'en vais. Honnêtement, ce que tu viens de dire là, je suis d'accord avec ça à 100%. Mais ça implique absolument pas nécessairement d'État. Là. Ça ne veut rien dire sur le revenu minimum garanti. Puis tout ça, ça peut être juste qu'on vit dans une société tellement productive que tu as de plus en plus de gens qui sont satisfaits de vivre. Pense juste au nombre de gens qui peuvent vivre de leur art aujourd'hui. On ne pense pas que quelqu'un qui vit de faire de la musique vit glorieusement. Mais aujourd'hui, la proportion de gens qui font ça et qui sont capables de juste satisfaire des besoins élémentaires, c'est des ordres de magnitude plus grands que les gens qui pouvaient faire ça en, disons, 1850, 1900, 1950. L'âge 1850, je veux dire, dans le livre que je te parlais, je reviens un peu à YouTube au début. Des gens qui faisaient dans les 6 chiffres. YouTube, ça a commencé quoi, 2008-2009, dans ces années-là, à peu près. Là. Des gens qui avaient des revenus dans les 6 chiffres sur YouTube. Je veux dire, il devait en avoir 5. Là. Mais je veux dire, à cette heure, en langue anglaise, faire 6 chiffres sur YouTube, c'est pas super compliqué. Là. Je veux dire, il y a vraiment des gens qui réussissent assez rapidement, d'une manière un peu... tu restes frette des fois. Là. Tu te dis à un moment donné, c'est quoi les avancées technologiques? Où est-ce qu'on est rendu pour que ce soit facile de dire, ben écoute, je fais 2 vidéos par semaine assis dans mon salon, puis l'argent rentre. Là. C'est vraiment spectaculaire là, quand tu y penses. Mais d'un autre côté, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Où est-ce que je vois le gouvernement venir là-dedans? Puis je suis pas mal sûr que tu vas être d'accord avec ça. On revient à la théorie des choix publics et tout ça. Si tu as une masse de gens qui ne demandent maintenant qu'à être divertis en travaillant le moins possible, ben, je vois un vote arriver assez rapidement puis supporter des thèses comme le revenu minimum garanti. Surtout si plus l'écart entre les riches et les pauvres va être grand, plus l'intérêt va être là d'essayer de taxer un peu plus
les autres, tu sais, puis moi, je vois des gens dans ma clientèle, par exemple, que leur palier d'imposition a augmenté au fil des années, leurs impôts ont augmenté, ça les a frustrés à chaque fois, mais d'un autre côté, quand je regarde leur revenu annuel à chaque année, il n'a jamais baissé, puis il a augmenté vite, là. Il a vraiment augmenté vite de leur côté. Fait que je me dis tout le temps, il va toujours avoir une partie de la population qui va les faire, les gros revenus, surtout si on automatise beaucoup puis on robotise beaucoup. Parce que la demande, je disais, elle va être là. Fait que quand tu vois ça aller, tu te dis, l'intérêt est vraiment là de taxer beaucoup ces gens-là puis de redistribuer ça. Ça va voter dans cette direction-là, c'est à peu près sûr dans ma tête. Oui, mais il y a deux affaires qui me font militer contre ce propos-là. Le premier, c'est que la taille de l'État-providence a toujours pas mal été. Elle a augmenté le plus, disons, entre 1850, les balbutiements d'un État-providence, jusqu'à son sommet, disons, aux années 50-60. Depuis, c'est relativement stable, les dépenses sociales en pourcentage du PIB. Bon, tu as des cas comme la France qui essaye toujours de grimper un petit peu plus, mais tu as eu plus de. Je veux dire, tu regardes depuis les années 70, c'est pas mal plate à travers les pays occidentaux. Donc, tu n'as pas une tendance à augmenter. Tu as une polarisation, mais je ne pense pas que ça a rapport avec tant que ça la demande de loisirs. Je pense que ça a beaucoup plus rapport avec des éléments par exemple, l'antagonisme à l'égard de l'immigration. Il y en a beaucoup qui embarquent dans ça. Mais ça peut être aussi des fois juste le reflet de d'autres éléments, comme par exemple la perception pour certains que les règles du jeu sont en faveur des plus aisés. Parce que quand tu regardes, par exemple, les enquêtes qui demandent aux gens leur tolérance pour les inégalités, c'est incroyable. Tu sais, il n'y a personne qui veut souligner ça dans les médias québécois parce que ça serait bien trop complexe. Les pauvres tolèrent, quand tu regardes des enquêtes sur la tolérance à la distribution de revenus, puis tu demandes aux gens de dresser c'est quoi, tu sais, la part, quelle part des. Voici la distribution des gens, voici ça serait quoi la distribution de revenus que tu tolérerais le plus. Les pauvres tolèrent beaucoup plus les inégalités que les riches, mais vraiment beaucoup. C'est étrange. Donc, la tolérance pour les inégalités est très, 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 très forte au bas de l'échelle, largement sous-conditionnelle que faut que tu penses que la mobilité est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est dérangé par les inégalités si tu peux grimper vers le haut. Par contre, où est-ce que la tolérance des inégalités est vraiment super basse? C'est largement où tu penses que c'est impossible de grimper. Donc, l'idée que. Tu penses qu'il y a du favoritisme, fait que tu as l'impression que tu n'auras jamais accès à ça. Fait que tu as des castes, ce genre exactement. de choses. Puis c'est là que tu vois qu'il y a le plus de demandes pour de la redistribution, pour des programmes gouvernementaux. Mais instinctivement, les gens, en fait, puis ça, il y a une raison évolutionnaire pour ça. Les gens reconnaissent que l'être humain est une créature hiérarchique, qu'il y aura toujours des hiérarchies. La question, ce qui offense les gens assez de manière universelle, c'est que la hiérarchie n'a pas une sorte de mérite associé à ça ou que s'il y a une hiérarchie, que si quelqu'un se retrouve on top, c'est parce qu'il y a une utilité sociale plus grande que si on n'avait pas cette personne-là on top. Donc, les gens sont prêts à tolérer des distributions très inégales, conditionnelles à la mobilité sociale. Pour ça, par exemple, que d'où Vincent, c'est qui les gens qu'on admire? C'est tous les inventeurs, les gens qui ont créé des grandes entreprises, mais qui ont inventé un nouveau produit. C'est eux qu'on a une sorte. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne les haïssent pas, il y en a toujours des gens qui ont une sorte d'envie, mais on le en termes de proportion, les gens qu'on applaudit historiquement, qui sont devenus riches, les gens riches qu'on applaudit historiquement, ce sont des inventeurs, c'est Edison, c'est Marconi, c'est Bill Gates. C'est tous les gens qui ont créé quelque chose que les consommateurs voulaient et étaient prêts à acheter, qui ont augmenté notre bien-être dans l'activité. Donc, OK, on te hisse par nos transferts parce qu'on t'achète au top de l'échelle, mais c'est parce qu'au net, l'échange qu'on fait en te hissant au net, nous autres aussi, nous permet de s'améliorer. Comme donc, dans tes exemples, un moment donné, il y a eu un Mexicain, je ne me rappelle plus de son nom, c'était le roi des télécoms, là, puis il a été pendant Carlos Slim.
Exact. Carlos Slim, il a été celui le plus riche au monde pendant un temps. Ça n'a pas été le plus riche au monde qui a été le plus célébré. Un peu comme Warren Buffett, quand il s'est ramassé à la tête du palmarès, les gens ne le voyaient pas comme un innovateur tant que ça. Il y avait un inconfort avec Buffett, tandis que Bill Gates, c'était correct pour bien du monde. En fait, d'où la haine que beaucoup de gens ont envers les gens qui sont riches par héritage. C'est de là, tous les gens en fait que je connais qui détestent la monarchie, par exemple, mais maladivement, ils en ont contre le côté héréditaire. Genre, ce qu'ils trouvent insupportable, c'est de savoir qu'il y a des gens qui bénéficient de ce patrimoine-là par leur famille puis par l'histoire et non par leur travail. Ben, le pire, c'est que c'est drôle que les gens capotent tant que ça là-dessus aujourd'hui, qui a fait que notre crainte des inégalités est aussi élevée aujourd'hui que, disons, dans les années 30. Là. Donc, il y a clairement une recrudescence des craintes à l'égard des inégalités, alors que les inégalités transmises, donc celles qui viennent du fait que mon père était riche, donc je suis riche aussi, etc. Là. Mon père est riche en tabarnak. C'était quoi? C'était... Tabarnak! Hey! Mon père, c'est le gars le plus riche au Québec, tabarnak! Hey! Mon père te fait chier en tabarnak! Hey! Mon père! Hey! Mon père! C'est une proportion qui diminue. En fait, la plupart, il y a plusieurs articles, par exemple, dans le Journal of Economic Perspective, tu prends, la proportion des gens qui sont dans le top 1%, par exemple, qui viennent de familles aisées, c'est une fraction de ce que c'était avant. Il y en a encore, don't get me wrong. Mais non seulement ça, mais il y a un autre article c'est The Myth of Dynastic Wealth, qui regarde les familles aisées dans le passé, puis à quelle vitesse leur richesse s'érode à travers le temps. C'est incroyable comment les fortunes qui étaient épiques, disons en 1870, aujourd'hui, c'est des fractions de ce qu'elles étaient en termes réels ou relativement au PIB, que c'est des fortunes qui déclinent. Puis ça respecte un principe assez basique en statistique. Les gens régressent vers la moyenne. Tu peux pas être, surtout dans un contexte où tu peux avoir de la concurrence, que tu as un système ouvert, tu peux pas avoir une famille qui produit toujours des gens exceptionnels pour la collectivité, puis qui sont toujours hyper improductifs, qui sont toujours hyper chanceux. À un moment donné, juste par vertu d'accident, tu vas avoir une régression vers la moyenne. Donc, tu ne peux pas avoir des gens de famille ultra riches qui restent toujours ultra riches, conditionnels au fait que le système soit ouvert à de la concurrence. Donc, le fait est que les richesses dynastiques, ça en baisse. Fait que moi, de ce que j'ai compris, ce que tu viens de nous dire, là, c'est que la tendance au Québec de vouloir... on est réfractaire aux inégalités quand même assez fortement au Québec. De ce que je comprends de ce que tu dis, ça viendrait plus du côté du fait qu'il y a quand même pas mal de corruption ici. Je veux dire, il y a quand même des affaires louches qui se passent avec le gouvernement. On le sait qu'il y a des entreprises qui sont favorisées. Fait que c'est ce manque de transparence-là. Ce manque de transparence-là, c'est notre facilité à tomber vite dans la corruption au Québec qui amène les gens à vouloir un peu plus la fin des inégalités sociales, parce que si on était un peu plus libre, un peu plus entrepreneurial, puis un peu moins d'État, justement, qui se mêlerait au marché de l'emploi puis au marché des entrepreneurs, on aurait peut-être plus tendance à aimer cette liberté-là d'entreprendre puis à tolérer ces inégalités sociales-là. Oui, puis j'ai peut-être une manière d'illustrer ça. Si tu vas sur StatCan puis tu cherches les mesures d'inégalité avant et après impôt, le Québec est la place qui, après impôt, a le moins d'inégalités au Canada, mais celle qui en a le plus avant impôt. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a tellement joué avec les... Puis ça fit beaucoup avec l'idée de ce qu'on fait au Québec. On joue tellement avec les règles du marché qu'on favorise effectivement au Québec certains joueurs. On leur donne une mainmise sur certains secteurs. On crée des rentes de monopole. Donc, on crée énormément d'inégalités dans le jeu pour commencer. Mais la réaction du public, c'est de demander par la suite davantage d'intervention pour redistribuer cette richesse-là. Mais quand tu regardes, par exemple, l'Alberta, fine, a plus d'inégalités que nous après redistribution, mais ils en ont moins avant l'intervention. Donc, tu en viens un peu à l'idée, tu n'es pas un peu en train de créer le problème que tu veux régler dans le processus. Puis ça montre l'espèce de boucle de rétroaction entre les règles
et ensuite notre demande de politique sociale. Le pire, c'est que tu pourrais... Puis ça fait que tu peux avoir un cercle vicieux où tu as de plus en plus d'interventions et que tu as besoin de plus en plus de redistribution. Puis dans le processus, ce que tu fais, c'est que tu ralentis la croissance par l'intervention. Et là, tu ralentis en réponse davantage la croissance en taxant davantage. Puis tu te retrouves dans une sorte de cercle vicieux que tu ne peux pas te sortir. Moi, si j'arrive, là, je me dis, OK, je veux là, avec le podcast qu'on est en train de faire, je veux qu'on réussisse un jour à influencer politique publique, disons. Okay? On n'est pas les politiciens. Oh, je niaise. C'est cute. Je niaise, je m'amuse. L'objectif numéro 1, le clou qu'il faudrait taper pas mal plus, c'est pas d'attaquer Québec solidaire qui est toujours en train de demander des revenus minimum garantis et des affaires-là, plus de règles pour battre les inégalités sociales. Le vrai clou à taper pour qu'éventuellement ça aille dans la direction qu'on veut, qui est à dire un peu plus de libre marché, puis les inégalités sociales, who cares, c'est pas grave, ben le clou à taper, c'est vraiment transparence, corruption, plus que d'autres choses. Là. Puis probablement subvention d'entreprise, puis des choses comme ça. Oui, ben, j'ai toujours eu une sorte de... Quand j'étais plus jeune, avant que je devienne complètement désillusionné de la politique, je m'étais toujours dit que le discours qui fonctionnerait, c'est d'utiliser le vocabulaire de la gauche parce que c'est ça que les gens qui les attirent, par exemple, dans des partis comme Québec solidaire, c'est effectivement, comme on dirait en anglais, un genuine concern pour les pauvres. Je ne sais pas comment le traduire, je m'excuse, j'ai l'air complètement niaiseux quand je dis ça. Mais une bienveillance. Une bienveillance, mais qui est fondamentalement vraie. C'est pas faux. Mais les méthodes, quand tu écoutes les gens écouter Québec solidaire, ils sont là. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes complètement débiles. Ça ne fait pas avec le plancher des vaches. Il y a juste un intello dans une université qui n'a jamais utilisé ses mains pour faire autre chose que pousser un crayon. Ben, les gens réagissent à ça un peu, puis ils n'embarquent pas dans le discours. Mais si tu pouvais mélanger, le dire, regarde, ce qu'on veut, c'est d'aider les plus pauvres. On veut augmenter leur set de choix qui est disponible. On veut leur donner plus d'options. On veut leur permettre une ascension économique importante. Puis ça nécessite de ne pas protéger les gens qui sont établis. Puis ça nécessite aussi de ne pas leur mettre des obstacles dans le chemin pour ceux qui veulent s'essayer. Mais là, je te dis que ça, c'est un discours que, dans le temps, je pensais ça. Maintenant, je ne sais pas si je pense ça toujours, mais que ça serait le type d'affaire qui convaincrait davantage de monde à dire « Ah, OK, voici c'est quoi, tu sais, être de droite. » Aujourd'hui, tu fais juste en prendre pour acquis qu'il n'y a rien qui va changer naturellement. Là, je veux dire. Ouais. Ouais. Mais tu sais, l'affaire, c'est que Vincent, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, là, mais Vincent, tu as vu ce que tu fais encore, ça, c'est ta générosité intellectuelle. Te présupposer, je pense que tu as raison quand même pour la majorité du monde, te présupposer que les gens qui adhèrent à ce type d'idée-là sont fondamentalement bons et ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est améliorer le sort des gens plus démunis. Eux, par contre, pour en avoir côtoyé plusieurs à l'université, sont persuadés que des gens comme toi, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait plus de pauvres, que ces gens-là crèvent dans la rue. Et je te jure qu'ils pensent ça pour de vrai. Ils sont convaincus que des gens comme nous sont des mauvaises personnes, puis que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que des gens meurent en dessous des ponts, dans des boîtes de carton, parce qu'il n'y a personne qui s'occupe d'eux autres. Alors qu'en réalité, l'idée, c'est qu'on ne s'entend juste pas sur comment régler, ou en tout cas, amoindrir le phénomène de la pauvreté. C'est ça l'histoire là-dedans. Moi, je connais personne qui se lève le matin et fait c'est le fun dans le monde qui sont pauvres. Je vais te dire pire que ça. Je vais te dire pire que ça, Frank, c'est qu'ils ont une vision qui est très négative de la chose, dans le sens que on ne peut pas dire présentement que les pauvres d'aujourd'hui, 2021, sont plus pauvres que ceux-là de 2005 ou ceux-là de 1980. Je veux dire, on va vraiment comme société dans la bonne direction. Puis là, ça, on parle juste du Québec, mais imagine, globalement, c'est encore pire. Là. Je veux dire, on est en train de sortir à vitesse grand V beaucoup de gens de la pauvreté quand même. Ah, puis il n'y a personne qui célèbre ça. Hein? Non, exact. Puis moi, j'ai tendance à le voir, puis je sais qu'est-ce qui a favorisé ça. C'est le libre-échange, par exemple, c'est les libertés économiques, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de tyrannie dans le monde quand même. Il y a été une époque où on vivait d'une manière médiévale. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de pays qui sont sortis de ça fait longtemps. Là. On va dans la bonne direction avec le libéralisme, on va dans la bonne direction avec les démocraties d'une certaine façon, même si ce n'est pas tout le temps à notre goût. Puis le pire dans tout ça, c'est que c'est nous qui est tout le temps vu comme les chialeux et les cyniques, mais en même temps, on est relativement positif parce qu'on dit
on va dans la bonne direction. La pauvreté, c'est un problème qui se règle un peu par soi-même, tant et aussi longtemps qu'on s'en va vers plus de liberté économique. Écoute, je vais y aller de même. Le libéralisme n'a jamais été aussi populaire qu'il ne l'a été dans l'histoire humaine qu'après 1800. OK? Oui. Puis, c'est après 1800 que tu as aussi l'explosion du niveau de vie sur Terre. Maintenant, est-ce que la corrélation est parfaite, que c'était du pur libéralisme avant, 0 ou 1, noir ou blanc? Non. Mais à un moment donné, le lien est tellement fort et les magnitudes sont tellement grandes que l'être humain moyen est 10 fois plus riche aujourd'hui qu'en 1800. Ça, c'est l'être humain moyen. Je n'ai pas parlé de l'être humain en Grande-Bretagne ou l'être humain aux États-Unis. L'être humain moyen est 10 fois plus riche qu'il y a 200 ans. À un moment donné, là, tu peux dire tout ce que tu veux, mais le fait est que dans l'histoire humaine, le fait que le libéralisme a été juste là pendant 221 ans, mettons, c'est assez impressionnant, le lien entre les deux, là. L'idée que donner aux gens le choix, leur propriété, le contrôle de leur vie, et que tu as un roi qui a des contraintes, qui n'est pas en charge de tout, qui ne peut pas utiliser son arbitraire, puis que tu laisses les gens échanger. Le fait est qu'il faut que tu te lèves tôt en maudit pour dire que la majorité, ou sinon même que ce n'est pas la majorité de l'augmentation de bien-être qui n'est pas due par le fait qu'on s'attache au libéralisme. Donc là, juste dans ce cadre de conversation-là, ça devrait éliminer bien des sous-conversations inutiles, puis se concentrer sur un périmètre assez clair que, est-ce que, il y a des failles au marché? Est-ce qu'il y a des failles à la liberté? Y a-t-il des restrictions qui sont des restrictions socialement utiles? Ou est-ce que là, tu as des gens qui pourraient dire, il faudrait taxer un petit peu, donc tu réduis un peu la liberté des gens de jouir complètement de leur propriété pour financer un bien public qui protège tout le monde, donc qui, en pratique, vraiment augmente ta liberté parce que tu es sûr de ne pas te faire attaquer par un voleur ou quelque chose comme ça. Là, ça devient une sous-discussion, mais tu as accepté la prémisse de base. Que ça va là, bien et qu'on va dans le bon sens. Tu sais, les problèmes d'obésité au Moyen-Âge, ça n'existait pas. Effectivement. Le roi avait ce problème-là. Henri VIII avait apparemment un problème d'obésité très morbide. Il était tellement gros, tu sais que la rumeur veut, les historiens n'ont jamais pu savoir, mais qu'il y a eu, lorsqu'ils l'ont emmuré, qu'il était tellement, il y avait plusieurs maladies, mais plusieurs infections aussi, qu'il était tellement gros et à la température qui faisait que, puis ça, si les gens ont déjà vu des vidéos de baleines qui sont sur les plages, la dernière chose qu'il faut que tu fasses, c'est perforer la baleine parce que tu as de la fermentation qui se fait à l'intérieur, puis c'est un vaisseau fermé. Vous allez voir où ça s'en va. Une baleine qui explose, il y a une raison pourquoi c'est absolument dégoûtant. Mais apparemment, Henri VIII, quand il a été mis dans son cercueil, il aurait explosé. Mais ça j'étais... Écoute, c'est quand j'étais étudiant en Angleterre. C'est quel genre de coefficient de génie, ça, cette affaire-là? Oui. Oui, c'était... Mais lui, là, c'était the biggest man in England. Mais je faisais la visite de Westminster Abbey, puis je ne croyais pas le guide, parce que c'était bien trop beau comme histoire pour moi, de ma perspective. Donc, j'essaie de trouver des livres. Et il y a plusieurs livres qui référencent des conversations qui menaient à ça. Donc, mais l'exception étant que Henri VIII était le seul homme obèse d'Angleterre avec quelques autres aristocrates et barons. C'était effectivement rare, l'obésité. Mais en fait, l'obésité aussi, c'est un problème de gens riches. Oui. Les gens oublient que la richesse vient... Des fois, il y a des problèmes qui sont des problèmes beaux à gérer. Le fait est que dire que... Tu sais, j'entends les gens chialer sur l'obésité, puis il faudrait faire des taxes sur la malbouffe, tout ça. Je suis là... Mettons ça de côté 10 secondes. Tu réalises que tu es en train de dire qu'on vit dans une société où l'abondance est tellement grande qu'il y a des gens qui peuvent se permettre d'être gros. Oui. C'est vraiment une exception dans l'histoire humaine. Puis non, c'est pas ça, mais ça veut dire aussi pas juste se permettre d'être gros, mais que tu n'as plus d'emplois ou tu as de moins en moins d'emplois qui nécessitent une dépense calorique intense. Parce que la question dans les débats, c'est est-ce que c'est parce qu'on en mange plus de calories ou c'est qu'on en consomme, qu'on en dépense? La sédentarité qui est arrivée depuis une couple d'années. C'est ça, la question, puis la question aussi, c'est
c'est quelle portion est rationnelle, là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le choix d'être plus gros. Mais aussi, Pierre Desrochers, par exemple, le géographe à l'Université de Toronto, montre comment est-ce que notre morphologie a changé. On est aussi plus grand en passant qu'on était dans le passé. Oui. Donc, juste par vertu de notre grandeur, on consomme plus de calories qu'on en a besoin. Mais ça reflète le fait qu'on en a eu plus dans le passé, pendant notre croissance économique. Il y a tellement de choses que... Il y a eu une explosion de l'offre aussi de nourriture. Là. Je veux dire, à l'époque de mes grands-parents, ils mangeaient des navets puis des pommes de terre germées pas mal le 3/4 de l'année. Là. Ça n'existait pas, là. Toute la variété de nourriture qu'on a aujourd'hui. Là. Ben, écoute, c'est drôle que tu dis ça. Il y en a un autre exemple que je donne à mes étudiants, c'est les épinards. Les épinards, là, tu penses à ça, c'est Bob Fogle qui contait cette histoire. C'est vraiment une histoire incroyable. Les épinards, avant, là, tu allais les acheter, puis tu n'avais personne c'est une plante qui collecte énormément de poussière. Fait que quand tu les achetais, il fallait que tu les nettoies toi-même. Il fallait que tu prennes le temps. Puis c'est long de nettoyer des épinards sans les déchirer. Là. Tu ne veux pas manger de la terre non plus. Va acheter des épinards aujourd'hui. Ils sont propres. Ils sont déjà emballés pour toi. Ils sont dans une petite boîte. Non seulement ils sont lavés, mais tu as tous les services d'une autre personne. Et malgré tout ça, le prix réel des épinards aujourd'hui est le même qu'en 1900. C'est incroyable. Là. Tu réalises que tu es en train de me dire qu'avec tous les services additionnels qu'on a là-dedans, on paye la même chose en ajustant pour l'inflation. Ça, ce n'est pas en ajustant pour ton salaire. C'est en ajustant juste pour l'inflation, relativement à juste les autres biens. Tu réalises à quel point tu es rendu que tu peux non seulement manger des trucs que tu n'aurais jamais mangé avant. Qui aurait mangé des épinards avec toute cette dépense de temps-là? Right? Ça vient trop. Maintenant, non seulement on a accès à ça, mais c'est moins cher. Je comprends. Sérieusement, je n'ai jamais compris comment tu pourrais être pessimiste aujourd'hui. Puis en venir, tu peux faire une critique du marché puis dire ça. On peut améliorer à la marge, on peut améliorer ça, puis ci. Puis ça, j'accepte cette critique-là. Mais si tu en viens à rejeter complètement la société de marché, tu n'as vraiment aucune appréciation de toutes les dimensions dans lesquelles le progrès humain s'est réalisé. Ben oui. Ça, c'est comme quelqu'un qui rejette la médecine occidentale pour faire la promotion de l'acupuncture. Là, je veux dire, à un moment donné... je vais être pas généreux parce que tu m'as donné une idée. ceux qui rejettent la société de marché aujourd'hui, c'est comme les gens qui sont contre le vaccin MMR. C'est la même catégorie de croyances. Où est-ce que tu vas chercher. Là, tu vas nous mettre dans la marde, Vincent. Là. Encore pogné pour déliter 350 commentaires, sacrément. L'anticapitalisme, c'est l'anticapitalisme dans la version childish, puisque je le sais que je l'ai dit 1000 fois que j'haïs le mot capitaliste, là, parce que ça ne veut rien dire. Mais ceux qui se disent anticapitalistes parce qu'ils haïssent la société de marché, pour moi, c'est la même catégorie que j'haïs les vaccins. C'est-à-dire que on est le 3 août. Là. Fait que là, mets ça dans ton horaire, Frank, là, le 3 septembre, là, ou dans ce coin-là, le vendredi de cette semaine-là, cet épisode-là s'en va sur YouTube. Puis là, tu vas avoir encore 250 commentaires d'antivax, qui vont dire qu'on est vendu. Puis là, il va tout falloir que tu nettoies ça parce qu'ils sont gossants, les sacrements. Ouais, Vincent veut nous donner une thérapie génique. Chris, arrête, Vincent, tu peux pas dire ça, man. Tu génères de la job à Frank, c'est moi qui le paye. Là. Arrête! Arrête! Ben, je suis désolé, là, mais écoute, c'est quand même vrai. Là. Je veux dire, je sais. C'est de la négation scientifique. Mais en fait, ça, je vais vous conter une anecdote, puis les auditeurs vont aimer ça. Puis si vous le cherchez sur Radio-Canada, vous allez peut-être le trouver. En 2014, c'était 3 jours après que j'ai demandé à ma femme de m'épouser. Avais-tu répondu? C'est pour ça que je m'en souviens. C'est pour ça que je me souviens de la date. J'ai été à Radio-Can pour un show de fin d'année au show de Michel Lacombe, qui est probablement, soit dit en passant, l'un des meilleurs animateurs à Radio-Canada, qui est vraiment, je pense, un des gars qui fait partie d'une vieille génération de journalistes et animateurs qui vraiment veut un débat et qui est honnête dans ça. Donc, moi, j'ai toujours admiré un peu Michel Lacombe à cause de cette intégrité intellectuelle-là. Puis il fait un panel de fin d'année où il nous demande de faire des prédictions sur l'avenir. Puis le panel, c'est moi, Gabrielle Nadeau-Dubois, une fille dont j'oublie le prénom et la présidente de la Fédération des jeunes chambres de commerce. Et là,
je suis tout à fait conscient que je suis là pour le quota. OK? Oui, c'est ça. Je suis là parce qu'il y a clairement, tu sais, faut que le panneau ait l'air balancé. Puis, t'es le contrepoids à GND. Ben, c'est moi qui se fait lancer la balle en premier. Monsieur Geloso, qu'est-ce qui sera votre prédiction pour l'année prochaine? Là? On fait le même show l'année prochaine. Qu'est-ce qui va s'être passé? Maintenant, je dis, les émissions de gaz à effet de serre vont continuer de baisser dans les pays développés. La pauvreté va continuer d'avoir baissé dans le monde. La malnutrition va avoir continué de baisser dans le monde. Le nombre de jeunes filles qui vont à l'école va continuer d'avoir augmenté. Le taux de travail des enfants en général va avoir continué de diminuer. Les heures de travail travaillées dans les pays occidentaux vont avoir probablement baissé. Les revenus vont avoir continué d'augmenter. Là, je faisais tout. C'était la safe track. C'était la safe track parce que c'est toutes des évidences. Quand tu regardes les graphiques, là, tout ce que tu as dit là. Sérieusement, pour les autres qui étaient sur le plateau, par exemple. Mais en disant ce qu'il a dit là, le Vincent là, a fait ce qu'un économiste devrait faire plus souvent, il n'a pris aucun risque. C'était tout sûr que ça allait arriver. Il n'a vraiment pris aucun risque. C'était 100% sûr. Puis non seulement ça, mais même si ça ne se passait pas d'1%, tu me dis, tu me montres le graphique de la chute de la pauvreté. Pour ceux, Yann, Frank, tu devrais mettre le graphique, là, ça se Google Absolute Poverty. La ligne, là, tu la regardes, puis ça plante tellement vite à travers le temps, sur comme 30 ans. C'est incroyable. S'il y avait une petite augmentation, genre cette année, ce qui est possible à cause de la COVID, c'est quand même des peanuts relativement à ce qui a baissé, puis c'est probablement un blimp. Ouais, mais si comment il s'appelle, là, le gars qui a scrappé le parti qu'il a créé pour retourner au PQ, là, Jean-Martin Hossan. Jean-Martin Hossan, s'il était là, parce que je l'ai déjà entendu dire ça, il dirait « Ouais, mais c'est pas vrai, ça, c'est parce qu'on a modifié la définition de l'extrême pauvreté pour camoufler les statistiques. » Mais je te dis ce qu'il a dit. Je te jure que je l'ai déjà entendu dire ça. Je suis sûr qu'il dirait ça, mais ça, c'est faux. Parce que tu regardes, tu peux faire différentes lignes. Tu peux avoir une ligne mobile, donc une ligne qui ajuste le coût, parce que la pauvreté absolue, c'est moins de 1 $ par jour. Mais ce n'est pas 1 $ d'aujourd'hui, c'est 1 $ de 1990. C'est-à-dire que tu indexes ce dollar-là. Mm-hmm. Right? Donc, déjà là, c'est ce qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat. Donc, tu gardes ça flexible à travers le temps. Mais tu as aussi d'autres trucs qu'on peut faire comme monter à 2 $, monter à 5 $, monter à 10 $. Puis dans tous les cas, tout ce qui se passe, c'est que tu as plus de gens, bien sûr, qui le sont, mais la tendance est la même. C'est comme des courbes parallèles à différents niveaux, mais le changement dans la courbe est exactement le même. Parce que globalement, la pauvreté recule. Peu importe où est-ce que tu regardes, la pauvreté continue de reculer. Donc, je ne comprends pas comment tu peux être comme ça. Mais dans le panneau, pour revenir à l'anecdote. Ouais, ça devait être drôle. Nadeau-Dubois, il avait clairement vu qu'est-ce que je. Parce que moi, je faisais un mauvais coup. Là. Mon but, c'était que j'aille l'air le plus calme de la gang, puis qu'il suffisait que j'en fasse déraper un pour que, par accident, les gens accordent un poids plus important à ce que j'ai dit. Lui est très fin politicien, il n'a pas tombé dans le piège. Il a fait des nuances qui étaient factuellement fausses, là, mais il a clairement été plus posé. Mais la fille qui était d'un syndicat médical, j'oublie le nom encore une fois, mais elle m'a tellement attaqué que c'était incroyable comment c'était pas généreuse. Viscéral. C'était viscéral. C'était pas... Elle dit... par exemple, je me souviens, sa réplique, elle dit « On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de pauvreté dans le monde, M. Géraud. » Puis là, j'ai pas dit qu'il n'y avait plus de pauvreté, j'ai dit que ça baisse et que ça va continuer de baisser. C'est juste ça que j'ai dit. Puis elle était là, oui, mais vous êtes en train de dire qu'il n'y en a plus. Elle m'ostinait sur une question de niveau, puis j'ai dit non, il y en a encore trop. Mais ce que je vous dis, c'est que le trop de maintenant est moins pire que le trop du passé. C'était difficile là, comme conversation, mais dans ce cas-là, tu sais, quand Frank tantôt disait il y a une haine maladie. C'est que tu l'as surpris. L'affaire dans toute cette histoire-là, c'est que tu l'as pris par surprise en disant des choses comme ça. Parce qu'elle, dans sa tête, ça prenait un foutu sans cœur. Il fallait que je sois un vilain. Ouais, exact. Ben oui, Puis ça prenait un foutu sans cœur pour dire des faussetés comme ça. C'est l'affaire. C'est qu'elle n'a jamais checké les graphiques. Non, effectivement. Tu sais, c'est toutes des évidences, ces affaires-là, pour quelqu'un qui n'est pas un Nord-Américain confortable. Tu sais, je veux dire,
des fois, là, on oublie que, oui, le 1%, il est chiant à New York. Là. Le 1% de la société occidentale est vraiment chiant. Mais on oublie que la société occidentale comme telle est au top pas mal. Là, je veux dire, Ouais. quand tu arrives, quand tu prends l'ensemble, le pas de recul pour dire c'est quoi l'humanité, c'est quoi tous les pays dans le monde, qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde. Pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, puis la Troisième n'est jamais arrivée? Pourquoi les guerres, généralement, il y en a moins? C'est parce qu'ils ont fait plus d'échanges entre nous puis on est de plus en plus interdépendants? Tout faire ces analyses-là, pourtant, ça se dit des experts en sciences politiques internationales, ça a tout lu plein de patentes, plein de livres, mais on dirait qu'ils n'ont jamais eu pas de recul pour dire comment le PIB se distribue réellement, comment la population se distribue réellement, comment c'est quoi la pauvreté, où est-ce qu'on s'en va, puis pas regarder juste les statistiques de 1990 ou de 2005, mais un graphique sur 150 ans, sur 100 ans ou des affaires de même, d'avoir le foutu big picture. Les gens ont de la difficulté à avoir ça, mais ça a des opinions sur tout. Donc, à un moment donné, je veux dire, ce que je Vincent pense, raconte... Non, mais je pense que ça revient à ce que Frank disait. Parce que Frank, tantôt, il a vraiment mis le doigt sur quelque chose de super important. C'est que moi, j'essaie d'être généreux avec mon adversaire. Je suis conscient qu'il y a des critiques valides qui sont faites des marchés et qui doivent être adressées, répondues et solutionnées. Right? Parce que je ne suis pas en train de dire, si c'était si simple que, si empiriquement c'était vrai. T'es pas un anarchiste, là. Yeah. Fais attention à ce que tu dis. Hein? J'ai beaucoup de sympathie pour la famille des anarcho-capitalistes. J'en suis pas un, mais j'ai toujours eu une sorte de fascination avec le respect des marchés puis comment les gens sont beaucoup plus créatifs que ce qu'on réalise et ce qu'on leur donne crédit pour. Mais en acceptant la prémisse qu'il existe des failles au marché, je reconnais un argument de l'autre côté que si mon cas était si simple, le libéralisme est si efficace, je n'aurais pas besoin de débattre. La preuve serait, the proof is in the pudding, tout le monde le verrait. Il existe des zones d'inconfort, où est-ce que le marché ne satisfait pas. Donc, je peux reconnaître ça. Est-ce que c'est aussi comme eux le prétendent? Non, mais je peux avoir la conversation. Regarde, je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, un marché qui s'autorégule dans tous les aspects, dont la criminalité, j'ai tant de la misère avec ça. Je veux dire, des purs idiots avec rien en tête, ça va toujours exister. Là, je veux dire, j'ai tout le temps trouvé quelqu'un de 100% libertarien pur. Là. Donc, eux autres, je ne suis pas son ami, là, parce qu'eux autres, il faut vraiment que tu sois pur pour être son ami. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, le Libertarian Purity Test. Oui, exactement. Ça, j'échoue ce test-là. Je l'échoue. Okay, je ne suis pas peu. Mais quand tu arrives et tu jases avec ces gens-là, les inconforts finissent par ressortir. Tu dis, écoute, j'ai de la difficulté à penser vraiment que l'autorégulation peut venir d'elle-même parce que on présuppose toujours que tu dois faire aux autres ce que tu ne veux pas te faire faire. Ou, les êtres humains sont fondamentalement bons, oui, pour 90% des gens ou 95% des gens, peu importe le pourcentage, mais jamais 100%. Ça n'existe pas 100%. Là. Je veux dire, de bonté chez l'être humain. Il y a vraiment des tout croches dans notre société. Il y a vraiment des fêlés. Puis on est obligé de dealer avec eux autres. Puis c'est pas vrai qu'une police privée ou un système de justice privé va régler ça. J'y crois pas. L'utopie n'existe pas. Exactement. Il n'y a pas d'utopie libérale, tout comme l'utopie socialiste. Moi, tout, la petite île là, dans Atlas Shrugged de Ayn Rand, là, j'aimerais ça la trouver, puis j'aimerais ça y aller, puis créer moi toute la paix, et là, je m'en vais finir mes jours. Mais elle n'existe pas. Et de toute façon, Ayn Rand, c'est la version romancée de ce que tous les libertariens voudraient être, mais réalisent que ça se passe juste pas. C'est pour ça qu'il y a une quote qui dit « It usually starts with Ayn Rand ». Oui, mais parce qu'elle aide à te faire ouvrir les yeux sur bien des aspects, puis à comprendre des choses aussi, puis à comprendre aussi pourquoi tu es un peu plus bizarre que les autres. Parce que si tu as la plupart des gens qui vont lire Atlas Shrugged, par exemple, leur conclusion, ça va être que l'histoire est poche. Ça, c'est une fatalité. Là.
il y a des gens, ben ça, comme nous, qui ont une certaine sensibilité à ce qui est réellement dit dans le livre. Puis là, tu te dis, ouais, moi, ça m'a crissé en dépression pendant 6 mois, ce livre-là. Là. Tu sais, genre, j'étais là, je disais, hey, moi, tout, je vais faire la grève, tout le monde m'énerve, puis je suis écœuré. Puis, tu sais, un moment donné, justement, tu finis par doser tout ça, puis ça reste que c'est un putain de livre qui est marquant, pareil, quand tu commences. Quand tu commences à penser à des politiques publiques, puis vers où la société s'en va, puis tout ça, puis à aimer la liberté, je veux dire, ce livre-là, c'est un high-opener pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ce l'affaire, c'est que c'est pas la réalité. C'est pas. Non, vraiment pas. C'est une fiction. C'est un roman. C'est un roman, exactement. Qui est vraiment poche si tu regardes juste l'histoire d'une certaine façon. Oui, mais c'est comme si tu me disais, j'ai lu The Animal Farms, dont ben con des cochons qui font une révolution avec. Tu ris, mais moi, j'ai lu 2 fois ce livre-là. Hein. J'étais au cégep, du temps que la politique, je m'en foutais comme dans la 40. Là. J'étais un sportif, sport. J'ai lu Animal Farm dans un cours d'anglais. J'ai lu ça, puis j'ai dit, OK, un livre pour enfants pour apprendre l'anglais. Fair enough. J'ai tout lu, puis j'ai fait mes affaires, puis il m'a zéro marqué ce livre-là. Là. C'était Christy de livre plate. Là, après ça, j'arrive en 2005, là, commence à faire de la politique, des affaires de même, et à comprendre un peu plus comment les choses fonctionnent, puis à m'intéresser quand même beaucoup à ça. Là, fini par lire 1984, comme ben du monde, puis après ça, Ayn Rand, tout ça, puis je retombe sur Animal Farm, et je le relis. Je fais, my God, j'étais donc ben idiot. J'ai rien vu aller la première fois, là. J'ai fucking rien vu aller. Puis tu fais, OK, c'est pour ça qu'il est populaire, le livre, tu sais, après coup. Mais il y a combien de gens qui lisent Animal Farm sans rien voir aller? Beaucoup de gens, là. Je le sais pas là-dessus. J'ai jamais pensé. En fait, c'est la première fois que je m'expose même à l'idée que. Quand est-ce qu'en fait, c'est parce que je me demande quand est-ce que les gens se font donner Animal Farm à lire. Ben moi, ça a été... la trame totalitaire n'est pas visible pour n'importe qui d'âge. Je te jure, ben, j'avais 17 ans dans le temps. Puis avec... C'est pour ça que je suis surpris. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas quoi penser. Parce que moi, la première fois que je l'ai lu, c'est 16. Non, est-ce que je comprenais tout? Ouais, mais moi je n'étais pas un lecteur. Mais je voyais qu'il y avait une trame autoritaire là-dedans, là, que c'était... Some pigs are more equal than others. Mais avant de tomber là, les seuls livres que j'avais lus dans ma vie, moi, c'était Lucky Luke. Je veux dire, j'étais un gars de bande dessinée, sportif à côté. C'est jusqu'à un moment donné, quand je suis rentré à l'université, j'ai comme réalisé... Ben, en fait, c'est arrivé quand on essayait de nous faire la grève. Là. Puis là, j'ai dit, hey, à ta minute, là, tabarnak, c'est quelqu'un qui essaie de prendre contrôle de ma vie. Là. OK, what's that? Là, puis on va apprendre à se défendre, puis on va apprendre. Puis là, j'ai connu des gens dans ce combat. Tu sais, une tendance à être un peu fighter dans des choses comme ça. Fait que là, j'ai découvert des personnes qui étaient calées en politique, puis que là, ils m'ont donné un intérêt. Puis là, j'ai fini par, en 2005, la 2e année d'université, aller voir le film de Joanne Marcotte. Je suis tombé dans le tal, là, tu sais. Mais avant ça, là, c'était le néant le plus total. Ma vie était simple, là. Ma vie était vraiment, vraiment, vraiment simple. Je veux dire, tu ne te casses pas le bicycle quand la seule chose que tu veux faire pour passer du temps, c'est shooter des pucks à la porte de garage à ton père. Moi, c'était hockey, volleyball. Puis si j'ai du temps libre, je vais boire de la bière avec des chums. Fait que là, Yann, on remonte le temps, puis je te pose la question, la pilule rouge ou la pilule bleue? Ben, dans le temps, c'était la pilule bleue en sacrement. Mais non, le déclic s'est fait là. Mais honnêtement, là, quand j'ai relu Animal Farm avec un peu de background, là, puis là, tu vois la trame autoritaire, c'est vrai qu'elle est évidente. Là. Hey, je me suis tellement trouvé idiot. Là. Mais vraiment idiot. Je dis, aïe, j'étais donc bien pas allumé dans ce temps-là. C'était hallucinant. Là. J'étais vraiment juste un tube digestif, qui réfléchissait pas. Là. Oui, bien, ça nous ramène à la conversation, à l'anecdote à Radio Cannes. Ça te montre des fois qu'il y a des gens que c'est peut-être des fois juste que tu t'es exposé à ce que l'autre pense. Parce que si tu vis dans un monde où tu vois uniquement les choses qui t'intéressent, tu ne vois pas comment d'autres peuvent voir le monde. C'est sûr qu'il y a des choses que tu vas manquer par définition parce que tu n'as pas de point de contraste. Mais elle, je suis convaincu que dans sa manière de voir, c'était qu'il fallait, comme dans un bon film, il y a un bon et il y a un vilain. Oui, elle était clairement... C'était pas elle le vilain, là. Puis en même temps, je pense que des jeunes comme moi, dans 5 ans, là, par exemple, genre, c'est sûr, mes fils, c'est pas un exemple là, parce que je suis dans la maison et ils m'écoutent faire de la radio de temps en temps, tout ça.
Mais je ne suis pas sûr que les jeunes vont être indifférents à la politique dans les prochaines années parce que, veut pas, ils ont vu des choses se passer où est-ce que le politique était très impliqué puis ils ont pris contrôle de leur vie carrément. Tu sais, je veux dire, moi, si j'étais un sportif dans le temps, là, je ne me suis jamais fait arrêter mes sports par un premier ministre. Eux autres, ça y est arrivé, les jeunes d'aujourd'hui. Fait que je doute qu'il y ait une indifférence tant que ça chez ces jeunes-là au niveau politique, mais c'est 100% dans les airs, ce que je dis là. Ça, écoute, j'en ai aucune idée. Mais ce que tu disais, Vincent, là, la volonté de l'autre personne de te voir ou que ça prend un méchant dans l'histoire, moi, c'est pour ça moi, que je sais que c'est un bel idéal, là, la générosité, là, mais je sais comment pensent ces gens-là parce que je les ai côtoyés longuement, d'autres diront trop longuement, là, à l'université. Là. Puis, je veux dire, j'étais là, moi, quand les gens parlaient qui voulaient aller empêcher la conférence de Mathieu Bock-Côté pour aller l'entarter dans le Vieux-Québec. Là. Et ces gens-là sont persuadés dans leur tête, c'est pas des blagues, là, ils pensent vraiment que quand ils font ça, c'est le bien qu'ils font. Là. Ils vont empêcher quelqu'un qui a une parole toxique de parler, et ça, c'est bien. Alors que moi, je veux dire, nous autres, on parle à nous autres. Si tu me dis, à soir, à Drummondville, il y a, je sais pas moi, Catherine Dorion qui parle avec Jean-Martin Hossan, qui font une conférence. La dernière affaire que je vais penser dans ma tête, c'est de prendre mon char pour essayer d'aller faire annuler la conférence. Parce que ça ne me tente pas. De deux, parce que le gaz est trop cher. Aller à Drummond. Oui, c'est ça. De trois, parce que c'est à Drummond. Mais tu sais, je veux dire, c'est... Drummond, c'est sa route, puis c'est tout, là. Mais comment... C'est pas la destination. Mais comment tu peux avoir... Il y a des gens de Drummond qui écoutent. Il fallait que je le fasse. Ça montre à quel point je suis montréalais, là. Pour moi, l'idée, c'est que tu as 2 places au Québec qui valent la peine d'être. Montréal, puis Québec, si tu as vraiment besoin d'y aller. Tout le reste, c'est sur le chemin. Mais je vais parler au nom de beaucoup d'auditeurs, Vincent. Go fuck yourself. J'imagine que c'est la réponse que plusieurs personnes donnent. Ouais, puis il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui sont à l'extérieur du Québec qui ne savent pas de quoi qu'on parle, mais ça, c'est pas grave. Fair enough. Mais tu sais, comment tu veux faire un débat civilisé, comme je viens de parler, si les gens qui sont là, qui sont tes interlocuteurs, toi, tu les vois comme des gens qui, bon, ils ont leurs idées, tu n'es pas d'accord, mais tu respectes ces idées-là, et eux te voient comme une espèce d'incarnation du mal. Tu sais, je veux dire, rendu là, je veux dire, si quelqu'un pense que quelqu'un qui je veux dire, qui est quand même un doctorat en sociologie comme Mathieu Bock-Côté, qui écrit des livres, je veux dire que c'est le gars, il n'a pas une croix gammée dans le front puis il ne se promène pas en chemise brune. Là, tu sais, je veux dire, c'est un intellectuel, il n'a jamais fait de mal à personne, à ce que je sache. Là. Mais je veux dire, si tu penses que cet individu-là ne mérite pas de parler... Il a sûrement fait mal aux émotions de beaucoup de gens qui trouvent que leurs émotions sont à fleur de peau parce que, sérieusement, j'ai déjà entendu Bock-Côté débattre avec du monde. Puis, sérieusement, si tu es une soupe au lait, là, c'est sûr qu'il t'a fait mal. Maintenant, ceci dit, est-ce que tu as raison de penser qu'il t'a fait mal? Non. Mais sur une note plus généreuse, pense juste en termes de productivité de ta réponse. Puis l'exemple de l'entartage de Bock-Côté, c'est vraiment un bon exemple. Tu penses-tu, mettons, là, que tu es un gars de gauche et tu penses que Bock-Côté, c'est une ordure, puis tu essaies de l'entarter. Tu penses-tu que tu l'as rendu plus susceptible de t'écouter ou tu viens un peu de lui donner un mandat pour t'ignorer? Ben, ou même te dénigrer, je veux dire, au final. Ou pire, profiter de ton intervention pour lui aller chercher un plus gros crowd. Oui, en fait, c'est clair. Honnêtement, si tu entartes quelqu'un pour plaisir d'entarter quelqu'un, ce que des gens faisaient dans le passé, ce qui était un peu étrange, mais drôle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de discrimination dans l'entartage, OK, fine, mais si tu en viens à dire je vais entarter et donc violenter n'importe qui avec qui je ne suis pas d'accord, ben là, c'est comme si tu étais en train, pour n'importe qui est comme moindrement civilisé, là, parce que c'est ça ma présomption, c'est que la plupart des gens n'aiment pas la violence gratuite. Ça va les rendre plus susceptibles d'écouter la personne qui a été violentée. Donc, tu as peut-être été contre-productif. L'idée de s'imaginer qu'il faut que tu sois un vilain, fine, c'est vrai que c'est difficile d'être généreux, mais tu es bien plus gagnant de l'être, toi personnellement au minimum, sinon ta cause au mieux. Parce qu'au final, tu te rends plus crédible en acceptant d'engager poliment l'autre. Je veux dire, la droite au Québec n'a jamais progressé en étant
juste des coups de gueule ou des insultes aux autres. Généralement, c'est quand on a été. Des fois, on peut être baveux, puis c'est facile de l'être. Mais généralement, les progrès des gens de gauche ou de droite, c'est quand ils ont moins pris l'effort, même si ça faisait mal au cœur un peu, de conceptualiser l'argument de l'autre pour lui répondre sur les termes que la personne avec qui tu discutes est préoccupée par. Donc, si, mettons, tu me dis que tu es préoccupé des inégalités, puis je te parle d'aider le revenu, mettons, on y va dans la caricature, puis je dis, mais moi, je veux baisser l'impôt des riches parce que ça augmente le revenu des riches. Tu n'es pas en train de leur parler sur tes termes, mais si, mettons, tu montres que, des fois, baisser l'impôt des riches peut augmenter l'innovation d'une manière qui est beaucoup plus progressive qu'autre chose en aidant les plus pauvres. Là, tu as choisi ta discussion, tu as choisi de réarranger sur le terrain qui convainc l'autre personne. C'est la raison pourquoi le trickle-down economics a été ça n'existe pas. Non, je sais, mais il y a eu le gros débat là-dessus aux États-Unis. Là. Trickle-down, c'est un terme qui a été inventé par des gens dans les médias, par des pundits, pour haïr l'autre groupe, puis pas faire d'argument sur quoi que ce soit. Il n'y a personne, même le gars qui se faisait accuser d'être un trickle-down economics, Art Laffer, n'a jamais utilisé la phrase. Je sais, non, mais on dit la même affaire. C'est exactement ça que je te dis. Ça m'écoeure. Ce débat-là, quand il y a eu lieu, moi, je pense que quand tu es arrivé, puis ce débat-là a eu lieu aux États-Unis, de dire baisser l'impôt des riches, éventuellement, ça serait bénéfique pour bien des gens, ça l'a amené une réponse qui a été extrêmement virulente de l'autre côté, puis que là, ils ont utilisé cette tactique-là de trickle-down economics, puis de taguer une étiquette dans le front, puis ils ont sorti ce que la gauche fait bien, dans un terme de militant, c'est de te mettre une étiquette dans le front. Ça, ça a toujours été la tactique numéro 1. Puis elle a toujours... C'est pas exclusif à la gauche. Hein, non, je sais, mais... C'est juste que... Mais ils maîtrisent l'art. Mais la raison qu'on voit que ça a l'air d'être exclusif à la gauche au Québec, c'est largement parce que quand tu écoutes la sphère média, il y a plus de gens qui peuplent l'aile gauche que de gens qui peuplent l'aile droite. C'est peut-être juste un biais d'observation, mais ce comportement-là de ne pas vouloir engager avec l'autre, d'être généreux, c'est un truc qui coupe de tous les côtés. Ce qui rend généralement les gens beaucoup plus généreux, c'est quand tu as un marché compétitif des idées, puis que tu peux attirer des auditeurs d'une plateforme à l'autre. Mais il y a une raison pourquoi la polarisation fonctionne bien dans des marchés non compétitifs, parce que tu as besoin d'homogénéiser pour garder ton monopole. En fait, le fait que tu as de l'homogénéisation des idées, de la polarisation, excuse-moi, c'est parce que tu as un marché de plus en plus homogène, beaucoup plus qu'autre chose. Moi, c'est l'hypothèse que je fais depuis très longtemps, puis il y a quand même quelques cas qui montrent, mais plus tu as de concurrence média, plus tu as de morcellement de l'information, plus tu vas avoir des chances que les gens, justement, soient moins polarisés, juste parce qu'ils vont découvrir d'autres arguments, puis tu imposes aussi une pénalité d'agir comme un trou de cul pour ceux qui produisent la discussion. Donc, ce qu'on n'arrête pas de nous dire, Vincent, c'est qu'avec l'avènement de YouTube, par exemple, c'est que les gens n'écoutent que des arguments de leur côté maintenant. Parce que si tu arrives, tu regardes le marché des médias traditionnels, tu as 100% raison, on homogénise puis ça se polarise. Ça, c'est vrai à 100%. Rajoute YouTube dans l'équation, puis tu dis, c'est tout le contraire. Là, je veux dire, la diversité sur YouTube est juste incroyable, même si YouTube essaye un peu de taponner un peu d'un côté du spectre politique, là, on s'entend. Là. Mais malgré ça, ça reste que... Ouais. C'est quand même très large le choix des idéologies que tu peux retrouver sur YouTube. Là. Ouais, mais I call bullshit on that. Parce que ça, c'est comme le mythe. Les Américains sont ils traitent bien gros sur ce mythe-là. Dans l'idée que les années comme 40, 50, 60, tu avais juste comme 3 canaux de nouvelles. Puis tout le monde, puis ils ont la phrase « We all watch the same thing ». Puis pour eux, c'est une bonne chose. Mais tu sais, je me dis non. Peut-être effectivement que tu avais plus d'homogénéité dans le discours puis que tu n'avais pas des gens qui consommaient selon leur base à eux. Factuellement, c'est pas vrai. Ça oublie toute l'histoire de la radio aux États-Unis complètement, où est-ce que tu avais tous des réseaux de radio communisme et des radios aussi capitalistes, des radios genre anticommunistes ou des radios de droite conservatrice. Le YouTube des années 70, c'était la radio.
Ben oui, puis tu avais Oui. les Civil Broadband Radio. Tu avais aussi la radio. En fait, les gens oublient, mais tu sais, genre, le Black Panther Party avait sa propre radio. Ils avaient des radios underground. Tu avais les petits magazines vrai, spécialisés aussi. Là. Je pense que même le Québec en avait plein. Là, le Patriote, le National. Je ne sais pas c'est Il y quoi le nom. avait plein de choses comme ça, mais qui n'étaient juste pas sur le radar ou qui étaient juste complètement impossibles pour les autorités à réglementer. Mais la réalité, c'est que quand tu avais ce système-là, tu avais juste 3 sources d'information. OK, fine, tu ne peux pas consommer ce que toi, tu croyais vraiment ou te solidifier, mais les chances que tu sois, la probabilité que tu sois exposé à quelque chose de différent était presque 0, si ce n'était pas exactement 0. Aujourd'hui, fine, tu peux aller consommer, si tu es un conservateur, tu vas consommer Ben Shapiro. Si tu es un liberal ou un progressive, tu vas consulter Matt Taibbi de Rolling Stones. Puis, fine, tu as effectivement consommé ce que ta tribu consomme, mais la probabilité que tu sois exposé à quelque chose de différent de ce que tu crois est beaucoup plus élevée que dans le passé. Ouais. Donc, dans ce cas, techniquement, tu as plus de chances d'exposition. Fait que quand les gens me parlent de polarisation actuellement, il y en a, mais je ne pense pas que c'est de la polarisation à cause des médias sociaux ou des choses comme ça. Je pense que la relation causale qui est préposée par certaines personnes est vraiment empiriquement faible. Il y a probablement d'autres mécanismes, notamment, par exemple, le fait qu'aux États-Unis, tu as toute la question de comment est réglementé Chapter 230, je dis tout le temps le nom que ça a, mais comment sont réglementées les plateformes de médias sociaux, comment est-ce que l'entrée dans le marché des médias sociaux est réglementée, comment est-ce que... La raison pourquoi la radio est homogène à Montréal, je pense que ça a plus à voir avec les règles trop rigides du CRTC que réellement un manque d'éducation radiophonique montréalaise. Dans le sens que tu as 2 grands marchés à Montréal, je dis, tu as le marché franco puis anglo, mais le fait qu'il y ait autant de barrières à l'entrée sur les ondes FM et AM, je veux dire, c'est hallucinant. Je veux dire, il devrait y avoir une bien plus grande diversité que ça à Montréal sur les ondes radiophoniques. Puis la raison qu'il n'y en a pas, c'est que ça marche à coût de licence. Les grands monopoles médiatiques possèdent les ondes radio beaucoup, puis en dehors de ça, il ne se passe rien. Je veux dire, il me semble qu'il y a quasiment autant de postes de radio dans la région de Québec qu'à Montréal, puis juste ça ne fait pas de sens. La région de Montréal, c'est 4 fois plus gros que Québec. Là. Ben écoute, je ne connais pas assez sur les encadres de spectre radiophonique maintenant, mais je sais quelque chose sur l'histoire de la radio. Quand les premières réglementations sont apparues aux États-Unis, l'argument qui était fait, c'était qu'il n'y avait aucune manière que les compagnies médias allaient pouvoir faire de l'argent avec la radio parce que tu ne pouvais pas exclure les gens de consommer des trucs qui étaient sur une onde. Dès que tu avais un récepteur, tu allais pouvoir collecter l'information. Puis le législateur avait dit aux États-Unis qu'il fallait donc que l'État ait un droit d'intervention là-dedans. Tu avais des lois qui avaient été passées, qui ont été finalement en veto. Mais il n'y avait personne qui avait pensé que l'entrepreneur privé allait trouver une solution comme, par exemple, des annonces. Ou, par exemple, au début, ce n'était pas juste les annonces puis les sondages, mais c'était, par exemple, les premières radiostations, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient aussi les récepteurs. Donc, tu étais Remington, je pense, j'oublie, ou Westinghouse, j'oublie le nom exactement, mais ils avaient leur radio, puis ils vendaient les récepteurs de radio aussi. Fait que tu avais du bundling. Les entrepreneurs sont capables de trouver des solutions. Puis tu ne peux pas t'imaginer à quel point les entrepreneurs peuvent être créatifs pour créer des nouveaux biens. Plus tu mets des barrières, plus ce que tu fais, c'est que tu protèges un peu. Parce que la raison que je fais ce point-là, c'est que si tu dis c'est comme ça que ça doit être produit, puis tout ce qui est autre manière de produire le service, tu ne peux pas le faire. Mais ce que tu es en train de faire, c'est que tu protèges le joueur existant tel qu'établi. Tu lui donnes une incitation à mal se comporter. Si, disons, tu dis, OK, regarde, le marché du spectre, mettons, là, il n'y a plus de droit de propriété. Le premier qui arrive, c'est le premier qui peut l'occuper. Puis si techniquement, il y a un monopole, il suffit que quelqu'un vienne l'acheter ou que tu achètes des ondes sur un autre truc ou que tu inventes un nouveau produit, tu fais de la radio satellite, que tu inventes à la marge, peu importe quelque chose, puis là, tu détruis ce monopole-là. Peu importe c'est quoi, tu vas avoir un arrangement qui va être probablement plus robuste dans le long terme que tu aurais eu autrement. L'idée que la polarisation, c'est un truc média qui apparaît à cause que on consomme exactement ce qu'on veut, ça a toute la logique à l'envers. La polarisation émerge parce que, pour d'autres raisons, probablement que ce que je suis en train de dire, c'est que si tu n'avais pas eu des médias sociaux, tu aurais probablement encore plus de polarisation
qu'on a aujourd'hui. Puis, Justement parce qu'il y a ça de se moins peut-tu en moins de qu'il y a- gens qui s'exposent à l'argument de l'autre. Ça se peut-tu qu'il n'y en ait pas tant que ça de la polarisation, c'est juste qu'on est rendu oversensible, là? Tu sais, je veux Mais dire, ça se peut-tu aussi qu'on ne respecte pas que les gens consomment ce qu'ils veulent consommer? Parce qu'il y a beaucoup de politiciens, puis d'activistes, puis Oui. de gens que, en fait, le rêve, c'est de te dire qu'est-ce que tu devrais consommer. Tu sais, la fameuse histoire, parce que c'est un peu de ça dont vous parlez tout Il y à a l'heure peut-être ça sans le aussi. nommer, c'est l'idée de la fameuse chambre d'écho. Hein. C'est le nouveau concept un peu à la mode. Comme quoi les gens, bon, ils sont sur YouTube, puis ils regardent une vidéo, je sais pas, justement, de Ben Shapiro, puis après ça, on leur propose un truc de Milo Yiannopoulos, puis après ça, une autre affaire de je sais plus trop qui. Et donc, ils sont toujours en train de consommer le même type de contenu. Et ces gens-là pensent qu'en allant tripoter les algorithmes des plateformes comme YouTube et Facebook, on pourrait forcer les gens à consommer des choses auxquelles ils n'ont aucun intérêt. Je veux dire, ça n'arrivera pas. Ça c'est pas parce que tu me suggères, après avoir écouté, je ne sais pas moi, une vidéo de Ben Shapiro, d'écouter ce documentaire où on entend Don Lemon parler que je vais le faire. Les gens consomment depuis toujours ce qu'ils veulent entendre. Tu sais, je veux dire, quand tu ouvres un poste de radio dans ton char, s'il y en a 7 autres stations de radio, mais tu peux quand même choisir d'écouter celle que tu veux. Je veux dire, Mais Frank, tu fais une erreur fatale ici dans ton raisonnement. Ton raisonnement, c'est que la chambre d'écho qu'une personne n'aime pas, elle ne l'aime pas parce que ce n'est pas sa chambre d'écho à elle. C'est exactement ce que je pense. Il faut que Dominique Payette ait sa chambre d'écho à elle. Oui, mais sa chambre d'écho à elle est meilleure que la tienne. Ben, c'est ce que ces gens-là pensent. Oui, non, mais ça, c'est quelque chose qui me gosse, honnêtement. Là, j'ai été pas généreux. Ouais, non, je vais retirer mon commentaire gratuit à l'égard. Mais l'idée, c'est qu'il y a quand même cette prémisse-là qui est présente. C'est que OK, fine, il y a des chambres d'écho, mais tu es en train de me dire que, il faut que tu me dises, rappelle-toi le diagramme que je fais des 4 étapes de raisonnement des politiques publiques. C'est-tu vraiment un problème? Mais, tu sais, à l'étape, c'est quoi ta solution? À la 3e étape, c'est quoi ta solution? Es-tu vraiment capable de régler le... Mettons qu'on dit que les chambres d'écho, c'est un problème, puis que l'État ne fait rien. Il n'y a aucune chose que l'État fait qui empire ça. C'est quoi ta solution? C'est-tu possible d'avoir quelque chose qui n'empire pas le problème? Tu sais, si tu dis, mettons, on va exagérer, tu as Radio-Canada, mais qui a un monopole. Puis ça s'est fait, par exemple, aux États-Unis. On oublie qu'il y avait des quasi-monopoles qui ont été créés par la FCC. Tu dis, voici ça. Mais maintenant qu'il y a des monopoles, maintenant, les gens ont comme intérêt à venir capturer le média parce que tu as juste un producteur d'information. Fait que si tu réussis à capturer le média, à capturer le monopole, tu captures la rente du monopole, puis tu te fais un profit idéologique en étant capable de faire ça. Fait que là, ce que tu as, c'est une homogénéisation des idées. C'est-tu vraiment une bonne chose? Fait que tu sais, ces gens-là, quand ils en parlent, ce que j'entends, c'est tu préfères ta chambre d'écho à toi que celle des autres. Moi, ce que je dis, c'est qu'au minimum, si tu as plusieurs chambres d'écho, éventuellement, si tu peux avoir la chance que quelqu'un quitte une chambre ou entendre quelque chose de l'autre chambre à côté, peut-être. J'exagère, je ne sais pas comment la physique du son fonctionne, fait que je peux faire plein d'erreurs de physique ici. Mais l'idée, c'est que si tu as plusieurs chambres, au minimum, tu as des chances de t'exposer à quelque chose de différent. Ben, regarde, j'ai les stats de notre chambre d'écho à nous. Autre chaîne que votre audience regarde sur YouTube. Le numéro 1, c'est Doc Mayou. Non! Non! Ah, le diss-up. People, you are so wrong. So wrong. On so many margins. Fait que là, finalement, on continue-tu à faire du podcast? Là, je veux dire? Ah non, moi, je pense que ça, là, c'est... On n'a pas l'audience qu'on pensait qu'on avait. Eh non, écoute. Ben, en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'au prochain épisode, on va parler de ta mère, Vincent. Oh my God! Ça, je suis vraiment surpris. Surtout étant donné le fait que j'ai comme passé un épisode à dire que le Doc Mayou était complètement débile sur plein d'affaires qu'il dit. Oh my God! Come on, là! Si vous aviez dit, je ne sais pas, Ben Shapiro ou... Non, mais c'est très francophone. Je regardais, il n'y a aucune chaîne en anglais qui ressort. Sur la chaîne YouTube, l'autre, c'est RT France. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Tout simplement parce que Mathieu Bock-Côté est 9 fois sur 10 à RT France. Je sais pas, j'ai jamais écouté ça. Actualité politique du Québec. Je connais pas le gars qui fait ça. Florian Philippot, un autre Français probablement, 234 000. Français, ouais.
234 000 abonnés. Ah, tu sais, c'est des machines pareilles, les gars. Là. C'est des Moi, grosses je suis chaînes, ça. surpris Là, que tu ne me dises pas que ce soit des trucs comme YouTube Québec avec les clips de Radio X, des choses comme ça. Ah, Je j'y suis bien arrive le surpris. plus loin. C'est chaîne officielle TV Liberté, 381 000. Ouais, ça, c'est un truc français, ça, TV Liberté. NTD Actualité, NTD Français, Éric Duhem, bon, qui est assez cohérent. Là. Je veux dire, il n'y a pas de grande surprise ici, mais ça prend un temps à y arriver. Sud Radio, qui est c'est un peu le Radio X de la France, de ce que je comprends. Là. Je connais plus ou moins ça. 7 jours sur Terre, je ne suis pas surpris ici. C'est Benjamin Tremblay, qui fait quand même vraiment une bonne job de son côté, très d'actualité hard news. Là. Il n'est pas tant que ça dans l'opinion, il est vraiment plus dans le hard news. Mais là, tu es lu dans l'ordre, là? Oui. Il n'y a aucune chaîne YouTube anglaise. Québec. Là. Non, aucune chaîne anglaise. YouTube Québec qui arrive. Ben, peut-être aussi, c'est le principe d'un algorithme, mais je pense que quand tu es. Je pense que les gens qui consomment du francophone ne consomment que du francophone ou presque. Là. Fait que, non, mais c'est le fun de savoir ça. YouTube Québec, ici Québec, Radio-Canada. J'étais un peu surpris. Je ne me serais pas attendu de voir cela. Guillaume Roy, excuse-moi Guillaume, je ne sais pas c'est quoi. 1800 abonnés quand même, une belle petite chaîne. Blast, le souffle de l'info, 231 000, ça doit être français à cause du nombre d'abonnés, évidemment. Réservoir Apps. Puis là, c'est ça. Fait que j'avais les 15 chaînes les plus regardées par notre audience, c'est ça. Tout francophone. À part Éric Duhem, je te dirais, puis peut-être un peu 7 jours sur Terre, les autres, je suis surpris. Écoute, je ne suis pas convaincu que ça. En fait, je pense que ça confirme un peu notre idée que les chambres d'écho, justement, ne sont pas aussi étanches que ce qu'on croit. Parce que Arte, c'est pas. OK, fine, il donne une audience à Mathieu Bock-Côté, mais il donne aussi des audiences, par exemple, à Rokhaya Diallo, j'oublie son nom exactement. Mais tu sais, il donne des tribunes assez even-minded. Fait que, OK, peut-être qu'en moyenne, si on avait un poids à assigner à chacun des canaux, puis gauche-droite, mettons, parce qu'on va y aller dans la simplicité d'un monde unidimensionnel, parce que tu as juste une ligne, c'est beaucoup plus simple pour des gens qui sont en sociaux. Ça, c'est la chose que je ne suis pas capable d'être généreux. Ça fait des années, puis j'ai vraiment de la difficulté avec les sociologues. En moyenne, là, je remarque facilement ceux qui sont très bons, mais en moyenne, je ne suis pas capable de. Le réflexe est toujours là. Ça, je pense que c'est à cause des années à l'UDM. Sérieusement, il va falloir que tu lâches un peu flipper de boulette au McDo. Là. Come on, là. Les sociologues, là, ça va un peu. OK, my bad. On va passer par-dessus notre discussion sur les sociologues. En fait, non, je ne ferai pas mon commentaire parce que le point, c'est que j'allais m'excuser de ne pas avoir été généreux parce que c'est les quelques militants qui... Assume-toi un peu, là. Non. C'est pour vrai, c'est que tu en as toujours une couple de hyper militants que je suis juste qui détonnent du reste de la crowd. La game du sociologue, les sociologues, on peut s'entendre, Vincent, là, entre toi et moi, je veux dire, il y a quoi? Il y a 90% du monde qui ne travaille pas là-dedans, là, qui ont fait le cours. Je dis ça de même, là, je ne connais pas, mais ça. Peut-être. Beaucoup de gens. À ça, ouais. Anthropologie, c'est un peu la même affaire. Tu sais, as un bac en anthropo, qui est anthropologue écoute, réellement? Tu dis ça, mais je m'entends super bien en moyenne avec les anthropologues. Largement parce que, sans le savoir, les économistes... Celui qui a une job à l'université ou celui qui a fait le cours? Même ça à l'université. En moyenne, c'est incroyable comment il y a du overlap. Largement parce qu'il y a une prémisse qu'on partage, les économistes puis eux, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est bon pour les gens sur le terrain. Eux sont capables de le comprendre. N'importe qui fait des études ethnographiques comprend un peu que les gens sur le terrain ont des différentes contraintes, donc ils font des choix différents. Sur une des prémisses fondamentales du raisonnement, il y a un gros overlap entre les économistes et les anthropologues. Là, sur les politiques publiques, c'est différent, mais c'est fréquent que j'ai eu des conversations avec des anthropologues qui étaient hautement non politiques, mais quand c'était dans le politique, on voyait des points de convergence. Puis il y a beaucoup plus d'anthropologues qui sont non militants que de sociologues, dans ceux que j'ai remarqués. C'est le sociologue militant qui t'énerve, c'est pas le sociologue, c'est le sociologue militant. Ouais. En fait, même les économistes, ça d'ailleurs, en fait, je pense que tu as bien noté, les militants en moyenne, je ne suis pas capable. Les économistes qui sont militants, là, même s'ils sont militants de mon bord, qui sont plus proches idéologiquement de moi, je ne suis pas capable parce que ce que tu es en train de dire, c'est que comme chercheur, tu as décidé que ton idéologie passait avant ta recherche.
Puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as le droit d'être militant et de croire une certaine cause, mais ta recherche devrait toujours passer en premier. Toujours, toujours, systématiquement, inexorablement, tu ne peux pas faire passer ta cause politique avant ta recherche. Je comprends qu'il y a un conflit parfois entre les deux, mais il devrait toujours avoir un ranking ordinal dans lequel recherche, enseignement, militant. Si tu n'es pas dans cet ordre-là, là, n'importe quel ordre sauf ça, tu n'as pas compris c'est quoi être dans le monde académique. Maintenant, fait que là, finalement, ta mère, était-tu contrôlante, Vincent? Ouais, c'est ça qu'il faudrait savoir. Là. Hein? Ben là, je veux dire, on parle à des auditeurs du Doc Mayou, là, présentement. Fait qu'il faut parler... J'ai aucune idée d'où ça vient. Ah non, moi, je suis dans un milieu bien permissif, en fait. Ah non, je ne veux pas savoir, je m'en sers. Non, mais en fait, OK, là, encore une fois, je réussis encore à m'éloigner du point, là. Mais Milton Friedman, à un moment donné, il y a eu une conversation avec Milton Friedman, son fils, David Friedman, qui est un économiste, mais aussi un physiciste. À un moment donné, il expliquait comment c'était de grandir avec le grand, mais il n'était pas très, très grand physiquement, mais Milton Friedman, qui est quand même un géant, donc, puis une personnalité assez incroyable. Attachante, là, tu sais. Oui, un homme joyeux, jovial, qui riait tout le temps, qui était hyper généreux avec ses critiques, qui est quand même un modèle à suivre en termes de comportement, selon moi. Mais à un moment donné, David, son fils, commence à expliquer comment lui grandissait chez lui, où est-ce que son père et sa mère sont des économistes. Les deux. Rose Freeman était une économiste aussi. Je pense même que sa mère, on dit souvent, la femme de Friedman, on dit souvent qu'elle devrait avoir un peu plus de crédit dans tout ce qu'elle a fait. Là. Oui. Rose est vraiment sous-estimée. En fait, elle a eu beaucoup d'influence sur son développement de ce qu'on appelle les school vouchers. Elle a eu une grosse influence sur ça. Mais elle a écrit des articles, des contributions scientifiques en théorie des choix, en fait, théorie du consommateur, qui était assez important dans les années 30-40. Donc, sa contribution est largement sous-estimée, mais je pense que c'est juste parce que son mari était lui-même tellement géant que même elle, qui était une géante, c'était comme impossible de ne pas un peu être éclipsée. C'est peut-être le grand malheur qu'elle a eu, mais les deux étaient des économistes incroyables et les deux étaient excessivement permissifs avec leurs enfants parce qu'ils disaient tu n'apprends pas sans commettre des erreurs, tu n'apprends pas sans... Le but, c'est d'éliminer le danger un peu, mais pas le risque. Que les enfants sont beaucoup plus, pas malléables, mais s'auto-gèrent beaucoup mieux que ce qu'on croit et bénéficient beaucoup, beaucoup plus de liberté accompagnée de certaines responsabilités. Donc, un petit cadre structuré, mais pas un cadre trop rigide, que être permissif, ça encourage l'imagination. Je peux-tu faire une parenthèse par rapport à ça? J'ai fait de quoi, là, 2 semaines avec les kids, puis ma blonde me trouvait vraiment débile, mais je commence à trouver que ça a été une bonne idée, sérieusement. Je viens de déménager une nouvelle maison. J'avais un contrat de pelouse à l'autre place. Fait que là, je ne savais pas trop ce que je faisais. Je reprenais-tu un contrat de pelouse où je me rééquipais pour la faire moi-même? J'ai un plus petit terrain, puis ça me gossait. Un moment donné, je m'en vais au Canadian Tire, puis je vois une tondeuse à bras, là, pas d'essence, rien. Là, vraiment juste un bon vieux rouleau hélicoïdal. Là, j'ai eu un flash. J'ai dit à mon plus vieux, j'ai dit, ça te tente-tu de démarrer ta première entreprise? Là, il a dit, what? Ben, j'ai dit, regarde, sais-tu ce qu'on doit à peu près 250$? J'ai dit, un kit de fouette avec un souffleur à batterie, tout ça, à peu près 200$. J'ai dit, pour à peu près 500$, tu es capable de t'acheter du matériel. Puis si tu l'achètes, je m'engage à être ton premier client. Là, il a dit, OK. Puis là, ils ont pensé 2 jours de temps, lui puis mon autre fils. Puis ils ont dit, OK, on le fait. Fait qu'ils ont dépensé 518$ pile poil pour acheter l'équipement. Moi, je n'ai pas acheté l'équipement, c'est eux autres, avec le cash et tout. Là. Fait qu'ils ont sorti l'argent de leur compte, ils m'ont remboursé tout ça. Fait qu'ils ont dépensé. Puis là, je les ai assis, puis je leur ai dit, bon, OK, on prévoit faire combien de tontes avec cet équipement-là? On prévoit les coûts d'entretien, tout ça. Monter les coûts variables, les coûts fixes, combien tu devrais charger de la tonte, puis fais-les la première fois, regarde comment ça te prend, ça te prend à peu près 1 heure. Fait que là, je suis arrivé, j'ai dit, écoute, pour faire à 22$, tu remplis tous tes coûts, dont ton temps. Là, j'ai intégré le temps dans le calcul. J'ai dit, fait qu'à 25$, tu fais un profit. Moi, je suis prêt à te payer 25$ par tonte. Écoute, ils l'ont tout fait la première fois, la semaine passée. Les 3 derniers jours, ils m'ont achalé à tous les jours pour me demander si c'était le temps d'aller tondre la pelouse pour ramasser un 25$ de plus.
Fait que là, j'étais là. Puis là, aujourd'hui, j'ai usé permis. Je dis, oh, ouais, ils étaient dû pour tondre. Parce que là, je les connais, les petits maudits. Là, Ils vont attendre à tous les jours. Ils vont tondre la pelouse à tous les jours pour avoir 25$ à tous les jours. Là, tu sais. Fait que là, je me suis dit, attends une minute. Imagine-toi tous les parents, comment ils ont de la difficulté à pousser dans le cul de leur grand adolescent de 12 ans qui. Tu sais, il a les bras plus longs que les genoux, là, puis qui descend en bas des genoux, puis qui ne veut pas aller tondre la pelouse. Maman, ne me donne pas. Puis tu lui fournis l'équipement à tout, tu dis, au pire, je vais te payer, puis je le fais demain. Mais quand ils payent l'équipement eux-mêmes, ils achètent l'équipement, puis qu'ils disent, il faut que je rentabilise mon équipement. Est-ce qu'il veut tondre la pelouse à tous les jours? Ils sont l'enfer, là. C'est pas des enfants exceptionnels, c'est juste un cadre que j'ai changé. T'sais, j'ai fait quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font. Mais je suis là, je dis, my God, c'est magique cette solution-là. Là. Je veux dire, je les ai responsabilisés, je lui montre un peu l'entrepreneuriat, il y a un côté éducatif, le fun. Mais en même temps, j'ai réglé mon foutu problème. Je n'ai pas besoin de m'occuper de ma pelouse. Ça se fait tout seul. Ben, tu vois, ici, je pense qu'il y a quelque chose, puis il y a un livre d'un de mes collègues, Brian Kaplan, qui s'appelle Selfish Reasons to Have More Kids. Puis ça montre un peu comment est-ce que tu peux gagner d'être parent comme personne. Mais parce que si tu sous-estimes, parce que les gens ont tendance à surestimer le coût d'être un parent. C'est-à-dire que les gens pensent vraiment qu'ils doivent être un parent hélicoptère, qu'ils doivent tout gérer. Mais la réalité, c'est que les enfants sont beaucoup plus. En fait, ce que les enfants ont besoin, c'est d'exercer la pratique de faire des choix et d'assumer des responsabilités. Ouais. Parce que quand ils font des choix, ils peuvent s'imaginer, ils sont forcés, eux. Puis ça, il y a quand même quelque chose à dire là-dedans. Quand tu leur forces un environnement, là, je vais donner un autre disclaimer. J'ai grandi, ma mère est psychologue, mais psychologue à l'enfance. Et j'ai déjà eu des conversations de chercheurs avec ma mère sur ce sujet-là. Et m'a donc exposé à de la recherche académique en psychologie de l'enfance. Et il y a quand même une bonne documentation sur le fait que les enfants, dans des cadres autoritaires, ne sont pas capables de développer de la créativité. Et à quel point la créativité, elle, est associée avec deux choses. La capacité de développer des talents sociaux, donc la capacité d'interagir facilement en collectivité, parce que tu es capable d'empâtir avec l'autre, tu es capable, par force de devoir t'imaginer constamment, je vais le raisonner en économiste dans 2 secondes, à force de devoir t'imaginer constamment les choix que tu dois faire, les alternatives à ces choix-là, tu es obligé d'imaginer, tu es obligé de pratiquer le réflexe de l'imagination. Donc, tu es capable d'empâtir, mais aussi par accident, tu en viens à être capable de créer des solutions, d'être débrouillard, de t'arranger tout seul, de te créer ton propre environnement, donc dans lequel tu es capable de réaliser que tu as un certain contrôle sur ton existence. Donc, que tu t'en viens à t'autonomiser à un certain degré de cette manière-là. Et la manière que moi je le vois comme économiste, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle Cost and Choice de James Buchanan, qui est, selon moi, la Bible d'un économiste. Mais je recommande à personne de lire ce livre-là s'ils ne sont pas déjà exposés à des concepts en économie. C'est un livre carrément de philosophie en économie. C'est quoi le coût d'opportunité? Mais pas juste comme c'est qu'est-ce que tu ne fais pas quand tu fais l'autre choix, c'est quoi le processus humain d'imagination? C'est quoi la psychologie du coût d'opportunité? Puis la réalité, c'est que quand tu fais un coût d'opportunité, non seulement il disparaît pour toujours, parce que quand tu as décidé de faire A au lieu de B, au moment que tu as imaginé A et B, right, tu imagines B, mais la seconde que tu as choisi A, pourquoi tu te garderais de l'espace dans ta tête pour imaginer ce que B aurait été? Mais on a toujours le fait qu'on est conscient qu'on a sacrifié quelque chose, mais on a oublié c'est quoi exactement qu'on a sacrifié. Il y en a plusieurs d'entre vous, que je suis sûr que vous avez oublié les deux. C'était quoi les choses que vous vouliez faire quand vous étiez adolescent, vos choix de carrière? Peut-être qu'il y en a un ou deux que vous vous rappelez, mais la grande majorité des choses que vous avez pensé que vous auriez peut-être voulu faire ont complètement disparu de la chose. L'exercice du coût d'opportunité, c'est l'exercice du choix. L'exercice du choix réitère que constamment, tu dois réimaginer quelque chose, que tu dois pratiquer l'imagination, puis qu'à cause que c'est corrélé avec d'autres traits cognitifs, tu en viens à être socio-cognitif, plus précisément. Tu en viens à être un être humain qui est beaucoup plus débrouillard, beaucoup plus fonctionnel. Puis ça te montre à quel point, tu sais, il y a une fille aux États-Unis, Lenore Skenazy, elle appelle ça free-range kids, que tu peux laisser un zone de liberté à tes enfants
Parce que sinon, ils ne vont pas être capables de s'imaginer qu'ils ont un contrôle sur le monde. Mais tu sais, quand on rit, les gens de droite rient des snowflakes dans les campus aux États-Unis. Je veux dire, c'est peut-être parce que tout simplement que. Puis c'est vrai que. Tu sais, mais je ne pense pas que les snowflakes sont mal intentionnés. Je l'appelle les snowflakes pour simplifier la conversation. Il y a une partie éducationnelle là-dedans. Là. Mais je pense que ça reflète le fait que si tu n'as pas pratiqué l'imagination, tu as comme abandonné l'idée que tu peux t'imaginer comment contrôler ta vie. C'est-à-dire que tu en penses à l'idée que tu n'as pas d'agence. Puis c'est facile pour des gens de penser que si tu n'as pas d'agence, par définition, il y a quelqu'un qui peut te dominer, que tu n'as pas de contrôle sur tout. Donc, tu penses que ta place dans le monde est étrangement très limitée et que ta marge sur laquelle tu as une influence est excessivement limitée, alors qu'en réalité, l'être humain a beaucoup plus de capacité de volition que ce qu'on réalise. Puis ça, là, l'idée de laisser... puis c'est pour ça que le gars, il écrit Selfish reasons to have more kids, c'est que si tu donnes beaucoup de liberté à tes enfants, mais que tu vois l'activité d'être parent comme l'activité de transmettre l'exercice du choix, puis que tout ce que tu fais, c'est des activités avec des gens que tu aimes énormément, que tu t'attaches avec, bien, être parent, c'est plus un fardeau, c'est une joie. C'est un plaisir, c'est une qualité de vie. Puis Brian Kaplan, d'ailleurs, il vit cette image-là. Je pense qu'il est rendu à 5 enfants. Il les a tous homeschooled. Puis c'est un prof d'économie à l'université. Sa femme est avocate dans un grand cabinet. Je ne sais pas comment ils font. Demande-moi pas comment ils réussissent à trouver le temps. Mais les deux sont capables de... ils élèvent leurs enfants à la maison avec du homeschooling. Brian est un chercheur incroyable. Sa femme, comme je dis, travaille dans un grand cabinet d'avocats, donc ça devrait tout te dire. Mais l'idée que ça te montre qu'il y a peut-être... Puis leurs enfants, leurs 2 fils vont à Vanderbilt maintenant, là, une grande université américaine. Mais ça te montre que peut-être l'idée de donner de l'espace aux enfants, c'est beaucoup plus important que ce qu'on réalise. Moi, c'est pour ça, mais plus tu en as, plus ils s'amusent entre eux autres, plus ils se développent des environnements avec des gens qui ont les mêmes points de référence qu'eux, mais que les points de référence se déplacent aussi à travers le temps, donc ils peuvent évoluer, concevoir plus de choix. Tu sais, l'idée que le gars de Friedman, on tout parlait de là, mais le gars de Friedman a vécu d'un environnement de même. Ben, c'est ça, l'idée, c'est que si tu es libre, c'est pas juste une question de si tu es libre, c'est que si tu pratiques l'exercice de la liberté avec la responsabilité, ça devient facile d'être encore plus libre, de se créer un espace dans lequel on peut exercer du choix. C'est pour ça que j'ai pas... tu sais, on parlait là on a fait un petit virage en psycho, mais même en fait, Hayek en parlait, pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Hayek avait écrit sur ça. Hayek est un économiste, avait quand même écrit sur la psychologie. Puis un autre gars, John Eccles, qui a été un Nobel en médecine, avait beaucoup écrit à cause de Hayek. Donc, il s'était inspiré de Hayek, puis Hayek s'est inspiré de lui. Les deux avaient justement parlé de comment est-ce que la pratique du choix se faisait, puis comment ça affectait le bien-être psychologique des gens. C'est beaucoup sous-estimé, cette littérature-là. Mais ça te ramène à l'idée, laisse les gens pratiquer d'être libres. Puis tu vas avoir probablement là une société probablement qui fonctionne mieux juste par accident. Moi, j'étais en train de relire les sujets qu'on était censés parler. On n'a pas fait le premier encore. Zéro. Mais c'est ça que j'allais dire. Parlant d'inspiration, ça va m'en prendre beaucoup pour trouver un titre à cet épisode-là. J'ai absolument aucune idée comment résumer l'entièreté de ce dont on a parlé.